Ok, quand tu veux. Bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous entendez, si vous entendez ou pas. Est-ce que vous nous J'entends entendez tous? pas assez fort. Oui, oui, oui. Ok, bon, apparemment c'est bon. Et moi, quelqu'un m'entend pas? Pas assez fort? Si on peut répondre. Et ben moi, apparemment, on m'entend pas assez fort. Ouais. De nouveau. Ok, et ben. Juste avant, ça marchait. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Du coup, bonsoir à tous. Je suis content, on est content de vous retrouver. Vous êtes assez nombreux ce soir. Tac, tac, tac. Ok, bon. Euh, on est parti. Alors, il y a beaucoup de monde ce soir. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on va juste vite faire un petit récapitulatif. Il y a un chat sur votre droite. Dès lors que vous voulez poser des questions un petit peu, qui vont nécessiter un petit peu plus de discussion à la fin du webinaire de Fabien, vous avez un petit onglet questions tout en bas. Donc n'hésitez pas à noter ces questions-là qui nécessitent un petit peu plus de discussion dans cette partie-là pour qu'on puisse y revenir plus facilement. Parce que si tout le monde écrit dans le chat, on va pas voir, ça va défiler puis on va pas pouvoir suivre correctement. Donc dès que ce sont des questions qui nécessitent un petit peu plus de discussion, allez dans le petit onglet questions et puis vous notez tout ça. On y reviendra à la fin du webinaire. Autre petite chose, il vaut mieux utiliser Google Chrome. Ça passe beaucoup mieux qu'avec Safari pour ceux qui sont sur Mac. Il y a parfois des petits problèmes avec Safari. Donc, si jamais passez sur Google Chrome, vous pouvez rafraîchir très souvent votre page, il n'y a pas de problème. Si jamais vous entendez pas bien, si jamais ça doit laguer, n'hésitez pas à relancer votre page internet. Vous ne serez pas éjecté du webinaire, hein. Vous pouvez y rentrer de nouveau comme vous voulez. Voilà. Alors, les formules du webinaire, pour ceux qui ne connaissent pas, ce soir, on a le plaisir de retrouver Fabien Gautron, qui va vous parler de la course à pied et de la prise en charge de la bandelette iliotibiale, qui est une pathologie qu'on retrouve quand même assez souvent dans les problématiques du coureur à pied et dans nos cabinets. Bon, il va y avoir une quarantaine de minutes de discussion, enfin de présentation par Fabien, et puis on terminera par une vingtaine de minutes de questions-réponses. Déjà, merci Fabien d'avoir répondu présent à notre proposition pour aborder cette thématique ce soir. Bah, bonsoir à tous. Bah ouais, c'est avec plaisir, hein. Si on peut faire partager, c'est toujours sympa. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Fabien, il est kinésithérapeute à Dijon. Enfin, je vais te laisser te présenter, ce sera peut-être mieux. Ouais, bah, je suis kinésithérapeute à Dijon. J'ai travaillé dans le foot professionnel à mes débuts, et puis ensuite j'ai ouvert mon cabinet en libéral. Au fil de mes rencontres et de mes expériences professionnelles, bah, je suis arrivé dans le milieu de la course à pied depuis maintenant je dirais 15 ans voilà, et c'est quelque chose qui me passionne, et du coup j'ai une patientèle qui est beaucoup plus proche du milieu de la course à pied, du triathlon, du milieu de l'endurance et de l'ultra-endurance. Voilà, donc c'est des choses qui vont du coup nous aider pour venir aborder le sujet de ce soir. La bandelette iliotibiale, le fameux syndrome de l'essuie-glace, le casse-tête de tout à chacun. Voilà, moi ce soir je vais vous faire partager un petit peu une approche un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc on voit à travers les 40 minutes qu'on va avoir, 40-45 minutes ensemble, ce que vous pouvez apprendre et ce que vous pouvez échanger avec moi sur ce domaine-là. Ok. Du coup, vas-y, je te laisse déjà lancer ta petite page. Ok.
Ok. Est-ce que vous avez tous, parce que du coup, moi, je vois plus personne. Ouais, c'est bon. Nico, Ouais, c'est parfait. Nico. Ok. Donc c'est parti. Alors on va parler de l'approche un petit peu plus globale de la course à pied. Alors global, ça n'est pas forcément un terme péjoratif dans ma bouche, vous allez voir, parce que pour moi c'est même une spécialité, la généralité. Donc c'est ce qui va permettre d'aller plus loin dans la prise en charge de cette pathologie. Donc voilà, on va aller essayer d'aller investiguer un petit peu plus loin que ce que la science nous donne. Alors la course à pied, ben Toi, c'est quelque chose que tu retrouves souvent? Le bandelette iliotibial dans ton cabinet? alors, malheureusement, en fait, j'en ai beaucoup, tout simplement parce que c'est des pathologies qui traînent et que les gens, ils ont tendance à utiliser le repos, ils ont tendance à utiliser des basiques et en fait, l'approche globale, c'est justement s'adresser à des patients qui répondent pas forcément au traitement, je dirais, purement scientifique, quoi. Donc il faut aller chercher un petit peu plus de données et essayer de comprendre un petit peu plus loin cette pathologie et bah, je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir manager vos patients un petit peu différemment après dans nos prochains retours dans nos cabinets, j'espère d'ici un mois, quoi. Donc, déjà quelques petites notions qui vont nous faire comprendre aussi pourquoi on arrive à des pathologies de course à pied. C'est que l'évolution des années a montré que depuis les années 70 jusqu'à maintenant, le public est pas le même au niveau de la course à pied et donc du coup forcément, on va se retrouver avec des pathologies qui sont pas les mêmes. Peut-être que l'intitulé est le même, la douleur est ressentie peut-être au même endroit, mais la blessure est peut-être pas le cadre même de ce qu'il y avait dans les années 70. Donc dans les années 70, c'était des coureurs avertis, c'était plutôt des athlètes qui pratiquaient l'athlétisme. Le fond est arrivé un petit peu après. Maintenant, en 2000, on a quand même plutôt un public récréatif et novice. Donc on voit que par exemple le temps moyen au marathon c'est 4h15, hein, donc les gens qui font moins de 3h30 ça représente à peine 10% des coureurs. Donc vous voyez, quand on regarde et qu'on fait une base sur le coureur athlète, Kipchoge ou j'en passe et des meilleurs, c'est pas du tout ce vers quoi il faut tendre, hein. C'est comme si vous considériez qu'un footballeur c'est Lionel Messi. Non, c'est pas le cas. Donc, on sait que maintenant, en fait, il y a plus de blessures, mais il y a plus de pratiquants et peut-être qu'ils sont moins adaptés qu'auparavant. Donc, voilà, la blessure, c'est que ça arrive aussi chez notre public et que l'on trouve dans nos cabinets. Qui court aujourd'hui, en France, c'est 25% de la population. Ça fait du coup beaucoup de potentiellement de patients. Donc vous allez voir que si vous avez envie de remplir votre cabinet, mettez-vous dans la spécialité de la course à pied, vous êtes sûr que vous allez être approvisionné, hein. Malheureusement, c'est un cas qui est obligatoire. Pourquoi? Le motif premier de la course à pied, enfin les motifs qu'on trouve le plus souvent, c'est la perte de poids, l'arrêt du tabac, la dépression, les maladies métaboliques, les gens qui se lancent des défis, la crise de la quarantaine et le fameux marathon parce qu'il faut que je valide le fait que je sois un super-héros, l'équilibre de vie, donc je cours parce que j'ai tellement de stress un peu partout que du coup ça me permet de me détendre. La lutte contre la désédentarité, puisqu'on a dit aux gens il faut bouger, donc maintenant en fait le plus facile pour bouger c'est d'aller acheter une paire de chaussures dans un magasin, dans un revendeur et puis hop je suis coureur. Et puis un petit peu pourquoi je cours, aussi un peu pour la compétition. Vous allez me dire le plaisir dans tout ça. Ouais, on en parle aussi, mais c'est malheureusement pas la priorité. Et si vous regardez le motif dans ce que j'ai énuméré, en fait, on voit que des pathologies. Perdre du poids, ça veut dire que je suis déjà dans un état d'obésité, donc je suis déjà pas en santé. Arrêter le tabac, ça veut dire que je fume, donc je suis déjà pas en santé. En dépression, je suis déjà pas en santé, les maladies métaboliques, et j'en passe et des meilleurs. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de blessure si on arrive déjà à commencer à courir en n'étant pas en santé? Ça va déjà poser un problème. Ça va déjà être la première peut-être des choses qu'il va falloir manager et peut-être avant d'aller chercher une hyperpronation, peut-être qu'il va falloir essayer de comprendre aussi ce qui se passe chez l'individu et ses motivations qui l'ont amené à la course à pied. Parce que peut-être que la problématique que vous voulez voir, c'est peut-être pas la problématique qui va se poser dans la notion de ce qu'on appellera le stress en général.
Donc finalement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le Graal du coureur, c'est de ne pas se blesser. Et pourtant, en fait, c'est quand même très très compliqué. La dernière fois, au mois de novembre, j'étais à une conférence avec Franz Bosch et Franz Bosch disait qu'aujourd'hui, il avait quasiment jamais rencontré des gens qui ne s'étaient pas blessés. Et que pour lui, faire du sport, c'était obligatoirement finalement dans la course à pied se blesser. Pour des raisons X ou Y, que ce soit un novice, un récréatif ou un athlète de haut niveau, quoi. C'est malheureux hein, finalement de venir se dire qu'au final, j'aurais peut-être pas le choix dans ma carrière de coureur de passer par la blessure. Et qu'est-ce que je vais en retirer de ce passage dans la blessure? Alors, si on regarde un petit peu plus, on voit que y a une chose qui est intéressante dans ces slides, c'est que donc déjà le pourcentage en compétition récréative, c'est logique, il y a plus de récréatifs que de compétiteurs, donc il y a forcément plus de blessures. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous regardez sur votre colonne de gauche, en fait, c'est le niveau de l'athlète. Quand vous regardez la colonne de droite, en face de novice, j'ai mis base de l'OMS, c'est-à-dire qu'en fait, un novice, qui vient à la course à pied, il devrait être capable d'avoir ce qu'on appelle la santé au nom de l'OMS, c'est-à-dire être capable de marcher 2 fois 10 minutes dans la journée. Plus, en fait, on va être déjà dans un niveau de santé que l'OMS reconnaît comme normal, disons bon. Par contre, le certificat médical pour pouvoir pratiquer la course à pied, il arrive seulement si vous faites de la compétition. C'est-à-dire que demain, vous allez acheter une paire de chaussures, vous avez personne qui va vous empêcher de courir. Personne ne va vous sensibiliser sur le fait que vous êtes prêt ou pas à courir. Et ensuite, le certificat médical, il vous empêche de courir que pour des raisons cardio-respiratoires. C'est-à-dire qu'on n'étudiera pas le système musculo-squelettique pour savoir si vous avez les capacités à faire de la compétition. Il y a un problème de ce côté-là, et effectivement, j'en parlais avec le docteur Barrault, qui est responsable de la Société française de médecine du sport, qui est en train de travailler justement pour ça, pour que les médecins puissent venir en amont de cette problématique-là et pas finalement constater la casse et venir peut-être dans le milieu du sport, venir proposer une médecine préventive justement autour de cette problématique musculo-squelettique. Il a mis en place notamment ça dans le parc Astérix pour les cascadeurs, où il évalue les systèmes musculo-squelettiques et il demande que les cascadeurs aient fait du judo ou du moins des sports de chute pour pouvoir apprendre la chute, et il a amélioré comme ça le taux d'arrêt de travail. Donc il va falloir réfléchir à ce système-là pour pouvoir venir se dire, nous qui voyons des patients tout le temps, est-ce qu'on n'est pas intérêt de venir être les premiers à évaluer le système musculo-squelettique et à proposer une évaluation et un traitement des conditions musculo-squelettiques pour pouvoir permettre à nos patients d'être en santé par rapport au niveau de pratique qu'ils veulent avoir. Ça, c'est une étude de Kultenberg et qui montre en fait la répartition des blessures. Et effectivement, vous allez voir qu'en fait, tout le monde est un peu dans le même bateau quand il s'agit des novices, des athlètes. Mais la répartition des blessures, elle se fait plus sur des drivers hauts, notamment sur la hanche et les ischio-jambiers pour les athlètes de sprint et les athlètes confirmés, quoi. Et par contre, tout le monde au niveau du tibia, des chevilles, des genoux, vous voyez que c'est là où il y a le plus de blessures. Alors, une info, ah oui, je vous ai pas mentionné en bas. En fait, vous avez vu que les femmes et les hommes, on est égal devant cette problématique de blessure. 49%, 52%, il n'y a pas de problématique majeure et il faut absolument se dire que, certes, le sexe est une problématique sur certaines pathologies, mais dans le grand ensemble, en fait, on a tout le monde dans le même bateau. Alors, on va venir sur le syndrome de la bandelette iliotibiale. On va passer sur des notions générales, sur les guidelines actuels. Il y a très peu de consensus dans la littérature actuelle. On est sur une base de travail qui est, je dirais, pas suffisante quand on voit le nombre de patients qu'on peut recenser autour de la pathologie de la bandelette iliotibiale.
Et puis, il y a cette fameuse pâteau-mécanique qui a longtemps été sur le principe de friction et qui maintenant va vers une tendance d'ischémie compression. Voilà, on va en parler un petit peu plus. Je vais vous donner mon avis. Et puis aussi le coupable idéal, toujours le même fautif, j'ai marqué, c'est l'overusing et le fait qu'on soit sur une pathologie d'usure. Alors, usure, oui, mais usure de quoi, de qui, voilà sur quoi on va aller réfléchir. Toi, Fabien, Euh, ouais. toi, quand tu parles, tu fais référence à la, à la bandelette iliotibiale, tu fais référence à la partie inférieure ou partie supérieure? Alors, il y a Là, deux styles de. On va en parler après. Il y a deux styles de pathologie de la bandelette. Il y a une pathologie haute et une pathologie basse. Mais on sera sur une problématique haute ou basse en fonction des déséquilibres qu'on va constater, que ce soit au niveau des activations musculaires au niveau de la hanche ou au niveau des activations musculaires plutôt distales. En fait, on a deux comment dire, problématiques, une proximale et une distale. Mais vous pouvez avoir aussi une problématique au bilan proximal qui se manifeste au niveau du genou et inversement, quoi. et C'est si pour tu ça devais donner, que si tu devais donner la plupart du temps, ce que toi tu retrouves en cabinet, c'est quoi dans la partie proximale ou partie distale? Donc au niveau alors moi, genou, je vois beaucoup, je vois beaucoup de pathologies qui sont d'origine distale et du pied, parce que ma sensibilité, c'est d'aller investiguer beaucoup le pied et que aujourd'hui, malheureusement, les fabricants de chaussures, ils ne rendent pas la part belle parce que du coup, à grand coup de technologie, à grand coup d'études biaisées, en fait, on se retrouve avec des gens qui achète des chaussures remèdes et des chaussures miracles et en l'occurrence ça nous facilite pas la tâche parce que souvent les revendeurs sont pas sensibilisés à la pathologie et que ben en fait aujourd'hui on sait qu'on choisit une chaussure plutôt par le coloris, hein, c'est 80% malheureusement, et que les avertis il y en a pas tant que ça, donc moi j'ai beaucoup tendance à voir des problématiques distales, mais on sait par exemple que dans la pathologie du coureur à pied, et notamment dans la pathologie du genou, on retrouve souvent en conséquence de la pathologie une inhibition des muscles de l'éventail fessier, quoi. Et là, on va voir que ça a une importance prépondérante dans l'anatomie, puisque cette fameuse bandelette tibiale, on devrait d'ailleurs pas l'appeler bandelette tibiale, hein, parce qu'elle n'existe pas en vrai. Elle a quand même cette continuité avec les muscles proximaux fessiers et qui est hyper importante et qui a induit en erreur justement cette problématique de friction, puisque on s'était rendu compte que suivant la position du genou, en fait, la mise en tension musculaire comment dire, de l'éventail fessier était pas le même entre le TFL, le moyen fessier, les fibres comment dire, du grand fessier n'étaient pas activées de la même manière et du coup on avait l'impression de voir bouger cette bandelette et l'impression de l'avoir aussi frottée contre ce condyle externe. Euh, voilà, ça on va y venir un peu plus loin en fait. Donc là, sur l'étiologie, c'est 14% des coureurs, sachant que la pathologie du genou, c'est quand même la plus trouvée, hein, dans les problématiques comment dire, des coureurs à pied. Euh, Ce qui est marrant, c'est que quand vous prenez la science, en fait, vous trouvez de 10 à 65%. Alors, de 10 à 65%, c'est énorme. Voilà, celle que j'ai prise, c'est Pelgrom. Donc, lui, il parle de 7 à 14%. Moi, dans mon cabinet, si je prenais la stat chez moi, c'est plus de 50%. Donc, voilà. d'accord, Euh, Fabien, on me dit qu'on n'a plus de slide là. on n'a plus de slide. Ouais, Bah, moi, j'ai toujours. ok. J'ai pas bougé. Ça fonctionne ou pas? Tu veux que je ressorte de là? Attends, on voit que toi apparemment. Vas-y, ressors et relance. Alors, attends. Tac. Là, vous me voyez? Vous voyez qui? Tiens, vas-y, relance ton truc. Ok. On nous voit tous les deux, mais on voit plus les slides. Alors. Relance ta page. Relance ta page sinon.
Actualise ta page en haut. Là, vous voyez ou pas? Non, non. Non? Alors, attends. Actualise juste ta page. Là, vous me renvoyez. Parfait. Ok. On repart. Ok. Là, c'est bon? C'est parti. Ok. Donc, l'étiologie, on est lié à des anomalies biomécaniques, d'après la science. On est donc soit sur des douleurs hautes ou basses, comme tu viens d'en parler, Nico. On parle d'une surcharge et d'un overusing et d'un syndrome de compression plus que de friction. On va voir sur une slide plus tard pourquoi je parle de plus de compression que de friction. Tout le monde m'entend? J'ai l'impression qu'il y a un écho, Nico. Ouais, il y a un écho, effectivement, ouais. Ok. Donc les douleurs, on peut les trouver à la face externe du genou, sur 2 ou 3 centimètres au-dessus de l'internine articulaire. On peut les voir sur le pôle supérieur de la hanche aussi. Donc c'est le fameux syndrome haut ou syndrome bas. Une des choses importantes quand vous êtes face à un syndrome de la bandelette, c'est qu'il n'y a pas de traumatisme antérieur en même temps que le déclenchement de la douleur. C'est hyper important parce que faut pas confondre une lésion en entorse externe avec un syndrome de la bandelette. Et souvent, c'est une apparition à un temps donné, à vitesse lente et plutôt sur terrain régulier et plutôt dense. Parce que vous allez voir qu'il y a une problématique de vibration. Le docteur Ning a beaucoup parlé de la théorie de la vibration. Et pour lui, il y a certains muscles qui sont plus sensibles à dompter la vibration qui est envoyée quand vous tapez au sol. Que vous soyez en attaque talon, médio-pied ou avant-pied, il y a de la vibration. Cette vibration, elle est emmagasinée et elle va être amortie par le système musculaire. Et on sait que les muscles, notamment ischio-jambier et les comment dire, le fascia lata et son éventail fessier vont être des très très bons dompteurs de cette vibration. Donc là, on est très à distance et pourtant, en fait, on a d'énormes informations qui viennent de ce niveau-là. Donc les diagnostics différentiels. Donc, vous voyez, la partie sur la bande iliotibiale, on a deux tests qui sont des tests de provocation, le test d'Aubert et le test de Noble. Donc, on va en parler si vous voulez. Vous pouvez les retrouver facilement sur le net et c'est des tests qui vont provoquer la douleur. C'est pas des tests qui déterminent pur et dur en fait le fait que vous ayez un syndrome du fascia lata. Donc Fabien, la problématique de ces tests-là, c'est que souvent, pour en avoir aussi souvent au cabinet, toi, tu vois les gens 2 jours après leur course à pied, 3 jours après leur course à pied. Ils ont ces tests-là, très souvent, lorsqu'ils ont une bandelette iliotibiale, ils sont plus positifs. Ils sont extrêmement sensibles 2-3 jours après leur course à pied où c'est inflammé. Mais quelques jours par contre après, il n'y a plus du tout de douleur. Donc ces tests-là, ils sont plus du tout significatifs après. On les a très rarement juste après leur course à pied. C'est ça, c'est ça. Et après, en fait, ce qui va se passer, c'est que pour les provoquer, vous allez appuyer fort. Et quand vous allez appuyer fort chez Monsieur Tout le Monde, vous allez lui faire mal. Et donc, vous allez avoir un faux positif sur ces tests comme ça, puisqu'on est sur des tests de provocation. Et si vous avez une personne en santé, c'est là où ça m'intéresse profondément de savoir si les gens qui récupèrent bien, en fait, vous n'aurez pas de manifestation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne retrouve pas de problématiques à l'IRM, parce que tout simplement, les systèmes inflammatoires, s'ils sont bien drainés, en fait, vous ne trouverez rien du tout. Et on n'est même pas sûr qu'il y ait une vraie inflammation dans cette zone-là. En allant chercher plus loin dans la mécanique faciale,
c'est un petit peu plus compliqué que de voir une bandelette qui serait collée à cet endroit-là. Et surtout, pourquoi elle serait là, enfin, on va en parler après, et c'est ça qui est hyper important. C'est pour ça qu'en fait, il y a des tests, mais ce qui va être plus important, c'est le fait de parler avec votre patient, de comment ça se présente, comment c'est apparu, et comment ça apparaît à chaque fois, quoi. Et en questionnant aussi son passé, vous allez vous retrouver face à des, entre guillemets, des évidences plus sur votre interrogatoire que sur votre test clinique pur, quoi. Donc là, en fait, on verra aussi, on voit à travers ces différents diagnostics que vous avez sur des syndromes de corne latérale méniscale, sur des problématiques de cartilage, vous avez comment dire, des tests beaucoup plus précis que ce qu'on trouve sur la bandelette, et qui vont vous permettre de comment dire, de pas faire l'erreur d'aller chercher une bandelette à chaque fois que vous avez une problématique latérale, tout simplement parce que du coup, si vous faites ça, bah, vous avez peut-être une recette, mais elle fonctionnera pas du tout, quoi. Une mécanique de bourrelet graisseux, par exemple, un syndrome de Hoffa qui va être plutôt mise en tension au niveau en hyperextension. Vous aurez peut-être des douleurs référées à la partie externe, mais le problème ne sera pas comment dire, la bandelette ou ce genre de choses. Il faut savoir que donc dans la mécanique faciale, la bandelette du fascia lata, en fait, c'est un épaississement, hein, donc du coup, on va y venir maintenant. C'est un fascia qui est épaissi à cet endroit-là pour des questions biomécaniques, c'est-à-dire de mise en tension. Donc on fabrique des lignes de tension suivant les charges qu'on va mettre. Et le fascia lata, cet épaississement va avoir une expansion sur la rétinaculum antérieur des extenseurs du genou. Ce qui fait que vous pouvez avoir des douleurs antérieures un peu bâtardes sur un genou qui soit aussi une problématique du fascia lata et qui ne répondra pas forcément au test de Hobert, au test de Noblet. Donc on peut le confondre aussi avec des fois avec des syndromes fémoro-patellaires. C'est d'ailleurs une des problématiques pour des gens qui traînent, parce que du coup en fait ils vont pas se faire soigner parce qu'ils pensent qu'ils ont un petit peu mal au genou devant et que ça va passer. Voilà, ça fait un peu mal dans l'escalier, ça fait pas mal dans l'escalier, ça revient pas tout le temps. Des fois, je peux courir 15 minutes, des fois. Puis quand je cours vite, bah, ça va bien, donc je m'inquiète pas. Ouais, ça, c'est quand je cours vite et que ça va bien, et que quand je cours doucement, ça va pas. Ça, c'est un des signes qui va vous faire aiguiller vers la problématique iliotibiale. Bah justement, tu as David Diaz qui nous demande si la douleur palpatoire en regard de l'épicondyle, elle suffit pas à confirmer le syndrome de l'essuie-glace. Bah justement, c'est. Ben, pour moi, elle suffit pas. Pour moi, elle suffit pas parce que ça peut être une douleur référée. Et justement, quand on comprend la mécanique faciale, en fait, un point exquis, on le retrouverait sur des systèmes IRM. Et aujourd'hui, on les retrouve pas, quoi. Donc, il n'y a pas une vraie lésion à cet endroit-là. Et justement, si on l'a pas pendant 2 jours, 3 jours, en fait, c'est que il faut aller réfléchir un petit peu plus sur une biomécanique un peu plus ouverte et un peu plus grande que juste la problématique locale il y a une ischémie et ainsi de suite. Parce qu'on va voir que justement, cette problématique de compression, elle vient de 2 points, enfin selon moi, elle vient de 2 points bien particuliers qui sont la problématique rotatoire du genou et la problématique d'équilibre du bassin. Donc, Parce que le mec, il peut très bien venir au cabinet. euh, Aller, chez certaines personnes, ça se déclenche au bout de 15-20 minutes de course à pied, quasiment de façon systématique. La douleur, elle est suffisamment handicapante pour l'empêcher de continuer à courir. ouais. Il arrête, il continue, il refait semaine suivante, il refait son footing, bam, pareil, 15-20 minutes de course à pied, de nouveau douleur. Il vient te voir, il court plus pendant 2 semaines, le temps qu'il ait rendez-vous chez toi, il vient te voir. Tous ces tests-là, la plupart du temps, sont négatifs, hein. Ouais. Par contre, si je leur fais courir sur 15 minutes, à chaque fois, je vais retrouver la problématique. Et effectivement, là, à ce moment-là, j'appuierai et effectivement, je vais avoir une douleur exquise, quoi. Il y a pas de temps limite. Et on a aussi des gens qui, avec des problématiques de syndrome iliotibial, continuent dans les ultras, en ultra trail notamment, à finir leurs ultras avec des syndromes de la bandelette.
parce qu'ils arrivent à tellement déformer leur mécanique de course qu'ils arrivent à éviter cette compression sous une forme ou sous une autre, quoi. Donc, s'il y avait vraiment une lésion, ils pourraient rien faire de plus, quoi. Il y aurait effectivement j'appuie et ça fait mal, et puis c'est tout, et on remballe et abandon, quoi. Et j'ai notamment en mémoire l'arrivée de Kylian Jornet au Grand Raid de la Réunion avec son ami. Il a fini quand même les 40 derniers kilomètres avec un syndrome de la bandelette, quoi. Donc, ouais, et il a été strappé, ils ont tout essayé, et la seule chose qu'il a fait changer, c'est que, bah, comme il disait, il est descendu en courant en marche arrière. Il a fait une fréquence complètement différente de ce qu'il a l'habitude de faire. Il a changé sa manière de fonctionner pour pouvoir terminer, et il a quand même terminé dans les 20 premiers, quoi. Donc, certes, on parle de quelqu'un qui est un petit peu particulier, mais il n'y a pas que, il y a pas que cet exemple-là dans les patients que j'ai déjà vus, quoi. Et justement, il y a Grand Simon qui nous demande si comme tu disais tout à l'heure, si pour aller tester ça, plus ou moins systématiquement, tu vas les faire courir sur le tapis pour voir si au bout d'un certain temps, tu arrives à déclencher la douleur. Ma réponse, elle est non, parce que si je fais ça, je peux rien leur faire faire de la séance, tout simplement. Donc en fait, je vais déjà faire un bilan complètement différent de ça, et puis peut-être que la deuxième ou troisième séance, je viendrai faire un test comme ça, mais je vais plutôt demander au patient quand il va m'appeler ce qu'il va avoir, et à ce moment-là, je vais lui demander peut-être d'aller courir le temps qu'il peut et qu'il me donne le tempo. Et au cabinet, je vais juste faire éventuellement, et je le fais surtout la deuxième fois que je vois les gens, une analyse sur tapis. Parce que déjà, le tapis, c'est quand même pas la même course que dehors, que on n'a pas les mêmes informations, et que le but, c'est pas de redéclencher la douleur. Le but, c'est quand même de faire en sorte que on puisse proposer un traitement à notre patient, et dès la première séance, dès la mise en place du bilan. Vous allez voir un petit peu plus loin la manière dont je procède pour le travail sur les différentes phases qu'on va avoir. Et pour moi, c'est important de ne pas déclencher une douleur dès le départ, et de venir plutôt aller manager cette douleur avec les sensibilités du patient. Et justement, on en parlera, l'éducation est fondamentale justement pour que le patient lui aussi comprenne dans quelle position il s'est mis avec ce syndrome et cette apparition de syndrome. Donc là, ce qui est intéressant, c'est dans la concept de tendinopathie du biceps, on va voir que ce qui est fondamental aussi, c'est dans la position anatomique de la bandelette, du fascia lata. Il y a une continuité avec un septum, une cloison intermusculaire entre le vas latéral et le biceps fémoris, qui vont être du coup porteurs de quiproquo entre la tendinopathie du biceps et éventuellement des tensions sur le fascia lata. Ok. Alors, du coup, l'interrogatoire, on a vu ça ensemble. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est de regarder le site de la douleur. Quel sport ou quelle position va augmenter la douleur? Est-ce que il y a une situation qui améliore la douleur? Quel est votre sport pratiqué? Sachant qu'on le retrouve quand même la bandelette plutôt dans le vélo et dans la course à pied. On le trouve peu dans les dans les sports par exemple qui changent de direction, ce qui est intéressant. Ensuite, est-ce qu'il y a eu un changement récent? Ça, c'est des questions. Tout ça, c'est des questions que vous devez poser systématiquement pour une problématique une suspicion de fascia lata en face de vous. Et puis la fameuse question qu'on pose tous, c'est la douleur apparaît à un temps donné, en descente, en virage, voilà. Alors pourquoi à un temps donné? Parce que si on est face à une problématique de compression ischémie, voilà, c'est forcément qu'il va y avoir une problématique vasculaire. Au bout de combien de temps elle arrive? En descente, c'est parce que tout simplement vous allez avoir une augmentation de la charge mécanique sur la descente, et que vous allez avoir une augmentation du management entre la position du bassin et la gestion des flexions, adductions, rotation interne de hanche, et la rotation interne, flexion de genou.
En courbe, bah, tout simplement parce que vous allez tourner toujours du même côté, notamment pour les pistards, et que ça peut jouer de manière hyper importante. J'ai pas de douleur en ligne et j'ai une douleur en courbe. Qu'est-ce que ça peut poser comme problème? Est-ce qu'on voit un œdème? Est-ce qu'on voit une instabilité de genou? Est-ce qu'on a des problématiques de verrouillage qui peut nous aiguiller vers aussi un diagnostic différentiel vers cette problématique-là? Donc les tests spécifiques, là je vous ai mentionné le test d'Aubert et le test de Noblet. Le squat unipodal, alors on a référencé que les douleurs étaient plutôt autour de 20 à 30 degrés de flexion. Oui, parce que c'est là où comment dire, le porte-à-faux du genou est le plus intéressant en dynamique. Donc ça va être très très important d'évaluer cette information-là. L'élévation jambes tendues, les mobilités de hanche, genoux et chevilles. On sait que dans la problématique du fascia lata, il faut aller regarder les flexions dorsales de vos chevilles, il va falloir aller regarder la flexion dorsale de votre gros orteil, il va falloir aller regarder la flexion, l'extension de votre hanche, il va falloir aller regarder aussi les mécaniques rotatoires de la hanche. Notamment sur les phases comment dire, de pronation et de mid stance, la phase où on est le plus en charge au niveau du genou. Et puis, dans votre analyse sur tapis, ou du moins sur vos analyses de course, si vous filmez, ce qu'il faut rechercher, c'est une mécanique de crossover, c'est-à-dire que le pied va se rapprocher de l'axe du centre de gravité et que il faut faire très attention à ça chez un coureur non averti parce que justement, ça demande une mécanique de pied, de genoux et de hanches très particulier. On voit ça chez les sprinters, mais faut jamais oublier qu'un sprinter, lui, au bout de 100, 400, éventuellement 800 mètres, si on considère qu'un 800 mètres c'est de la rapidité, lui il a fini quoi. Donc sa problématique, elle a peut-être pas le temps d'arriver quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il va falloir manager. Je vous montrerai un petit peu plus tard dans les exercices qu'on peut proposer. Moi, je rajoute quelques tests à côté pour voir les inégalités de membres inférieurs, parce que du coup, il y a des choses à faire qui peuvent nous aider à soulager rapidement les douleurs, notamment chez nos amis podologues. Une analyse posturale statique, pas parce que l'objectif c'est de remettre les gens vraiment super droits et ainsi de suite. Non, c'est de voir le potentiel qu'on peut avoir et de voir si je vois pas une problématique de neurologie fonctionnelle qui pourrait apparaître, un syndrome cérébelleux qui est pas une pathologie neurologique au sens même comme on peut voir chez nos patients neurologiques, mais avec des expressions, notamment une hanche en ouverture et un membre supérieur du même côté en fermeture qui peut nous montrer une atteinte du système cérébelleux. Je le combine avec un test de Romberg modifié qui va nous aider sur cette problématique-là. Et puis des testings. Alors les testings, c'est pas le testing 0, 1, 2, 3, 4, 5 comme on a appris à l'école de kiné. C'est des testings d'activation musculaire pour vérifier en fait toute la problématique musculaire, que ce soit au niveau du bassin, ce qu'on appelle le corps, et les testings musculaires de la hanche, du genou et du pied, qui sont fondamentales dans l'approche du contrôle moteur et des afférences qui vont être liées. Fabien, sur tes inégalités de longueur, tu as Ouais. des valeurs seuil auxquelles tu fais référence à partir de 2 cm comme on entend parfois? Est-ce que comment Alors, tu fais ça? en fait, je vais prendre la mesure et je vais regarder tous mes autres tests. Et si tous mes autres tests montrent pas de problématiques fonctionnelles, je change rien. C'est-à-dire que c'est pas, il y a une inégalité de longueur, je l'envoie chez le podologue. Non, ça, rien à voir. Je regarde comment en fait la personne elle fonctionne avec son inégalité de longueur. Pour moi, il n'y a pas une cause évidente dans une problématique de fascia lata. Donc ça serait une erreur de venir se dire je vais trouver le coupable idéal. Il y a des gens qui fonctionnent avec des inégalités de longueur importantes pendant très longtemps et qui n'ont aucun problème quoi. On a tous une plasticité, on a tous une marge d'erreur et cette marge d'erreur, elle n'est pas exactement pareille pour tout le monde, de par notre mode de vie, de par nos systèmes associés, de par notre génétique. Et du coup, il ne faut pas s'empresser
de venir se dire, voilà, le problème il est là, le problème il est là, et croire que quand j'aurai corrigé tous mes problèmes, par magie, la bandelette elle fonctionnera bien. Derrière tout ça, il y a quand même le système nerveux, et que c'est quand même lui le grand patron, et que derrière, si j'attache autant d'importance à la mécanique faciale et à la mécanique neurologique, c'est parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de pôles de stress qui interviennent sur ces domaines-là et qui vont manager beaucoup plus que un empilement articulaire de qualité, un alignement parfait, comme on peut le voir dans d'autres méthodes, quoi. Voilà, ça c'est l'étude de Pelgram, donc avec une infographie que vous pouvez retrouver. Là, elle date de 2019. Donc en gros, hein, ce qu'il recense, c'est pour le pronostic, en fait, c'est d'éviter les conduites douloureuses, modifier les erreurs d'entraînement. On propose du stretching, de l'analgésie, donc avec ce que vous avez sous la main. Donc une reprise sur durée courte et rapide, donc c'est de venir beaucoup fractionner votre volume sur comment dire, sur la semaine, et puis de proposer des fréquences de pas assez élevées. Éviter les sols durs, les descentes et les chaussées déformées. Donc là, c'est sous-entendu, il y a une problématique de renvoi d'énergie, enfin d'absorption d'énergie, et de problématiques comment dire, biomécaniques, avec un stress mécanique. Le changement de chaussure, donc ben, voilà, sous-entendu, votre chaussure, elle vous a forcément envoyé une information qui n'est pas la bonne. On propose du glaçage, on propose 44% de retour en 8 semaines. Voilà, sachant que 44% en 8 semaines, 8 semaines, si on réfléchit bien, c'est le temps pour venir gagner en force. Donc avec 4 semaines de nerveux, 4 semaines de musculaire, voilà, c'est en raccourcissant, hein. Pour les puristes, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais on est sur un protocole en 8 semaines. Et c'est là le problème aussi des études, c'est que on n'a pas trop d'études sur 3 mois, sur plus. Là, on a 92% en 6 mois, mais en fait, quand on voit la manière dont a été récoltées les données, ils ont perdu beaucoup de patients. Donc, bah, ouais, qu'est-ce que ça vaut, c'est compliqué. T'as fait référence tout à l'heure à la fréquence de pas, à la cadence. Est-ce que tu as des petits. Comment tu manages ça, toi? Quels sont tes petits. Alors, la fréquence, pour moi, il y a une équation fondamentale quand on fait de la rééducation en course à pied, c'est la vitesse égale la fréquence multipliée par la longueur de pas. Tous les entraîneurs fonctionnent avec ce système. La vitesse, ils vont la manager, c'est un effort métabolique. La fréquence de pas, c'est un effort nerveux. Et la longueur de pas, c'est un effort musculaire. Donc, si on a une problématique ou une fascialata avec à une vitesse donnée qui apparaît et qui disparaît à une autre vitesse, en fait, il va falloir jouer sur les curseurs, fréquence, longueur de pas, et de manière à manager comment dire, la conduite douloureuse, entre guillemets. Si on évalue le critère de réussite d'une rééducation à travers la douleur. Ce qui n'est pas mon cas. Du coup, ce qui va être intéressant, enfin, ce qui n'est pas que mon cas, c'est-à-dire que je ne vais pas manager que la douleur. Donc, du coup, la fréquence. Alors, on voit beaucoup cette fameuse fréquence de 180 apparaître, l'augmentation de 10%, ainsi de suite. Alors, déjà, 180, c'est aux oubliettes, d'accord? Ça n'existe pas. C'est un mythe, c'est super facile de retenir 180, mais ça n'existe pas. Il n'y a aucune étude qui montre que à 180, on est top. Par contre, les études, elles se mettent d'accord sur le fait que, notamment Rich Woolley, qui a beaucoup travaillé là-dessus, et aussi Derek Griffin aussi, qui a travaillé aussi là-dessus, sur le fait que, en fait, si on augmente de 5 à 10%, et en l'occurrence, ils sont plus autour de 7, 7,5% la fréquence, votre fréquence d'appât, vous avez une diminution de l'impact sur le genou. Et c'est là où où ça va être intéressant, c'est que si vous arrivez à transférer la charge et non pas la faire diminuer, puisqu'en fait, quand on change de fréquence, on change comment dire, on transfère la charge d'une autre manière. Je m'explique. Si je fais plus de pas, il y a effectivement moins de charge à l'impact. Mais par contre, il y a plus de charge de transfert de la chaussure.
évidemment, je vais faire plus de pas, donc je vais lever et redescendre ma chaussure plus de fois. Donc du coup, ça c'est un travail aussi, c'est un coût énergétique et c'est un coût de force aussi. Et donc il faut pas se cantonner à juste la force de réaction au sol, mais il va falloir aussi manager cette charge de travail. Donc du coup, oui, j'ai moins d'impact au sol. Oui, je vais avoir une longueur de pas qui va être diminuée. Donc oui, je vais avoir une information musculaire qui va être moins importante. Et donc, je vais mettre moins en tension mon système facial lata. Mais je vais avoir une autre problématique, c'est que je ne peux pas toujours courir à cette vitesse-là. Donc oui, c'est une des drills que je vais, c'est un des éducatifs que je vais utiliser pour pouvoir manager et faire reprendre les coureurs. Mais à aucun moment je vais leur dire que ça reste du domaine de la comment dire de ce qu'ils devront faire à vie. Chacun a une foulée plus ou moins propre et ça reste aujourd'hui, enfin ça devrait même faire partie de la mécanique d'entraînement de chaque coureur. Et on le sait très bien quand on est entraîneur parce que tout simplement on va utiliser le facteur comment dire nerveux et le facteur musculaire. On va faire des foulées bondissantes par exemple. Les foulées bondissantes vont être une diminution de la fréquence et une augmentation de la longueur d'appui pour aller sur la problématique de vitesse. Donc, quand on parle de cadence, en fait, c'est un des outils de management de la mise en perspective de l'entraînement. La réhabilitation, c'est de l'entraînement, mais à un autre niveau. Donc, il va falloir utiliser cette cadence comme un outil et non pas comme une vérité générale. Alors, les choses importantes. Si vous regardez la photo de droite, on voit l'anatomie de la bandelette. Et quand on voit des dissections, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les fibres, elles sont longitudinales. Et donc, si vous prenez un os, vous connaissez les trabécules osseuses et vous savez que les trabécules osseuses sont corrélées à des lignes de force liées à la compression musculaire, à la tension musculaire, au cisaillement musculaire, au bending, à la torsion qu'on impacte sur nos os. Les fascias, c'est la même chose. Si vous regardez Gimberto, il nous a fait voyager sous la peau et nous a montré qu'en fait le fascia lata c'est une enveloppe de toute la cuisse et que à l'endroit latéral il est plus épais, tout simplement avec des fibres longitudinales beaucoup plus comment dire épaisses. Donc du coup vous trouverez pas de bandelettes parce que c'est juste lié aux sollicitations de l'homme debout. Il est d'ailleurs intéressant de voir que les cavaliers, quand ils font beaucoup de cheval, ils vont développer une bandelette interne, qui n'est pas une bandelette, mais qui est un épaississement des fibres internes des fascias, tout simplement en réponse à la sollicitation de l'activité sportive. Donc là, quand on voit la ligne noire, elle nous montre les tensions qui sont subies par la bandelette, et on voit, voilà comment elles sont mises en tension. Et elles vont être mises en tension avec la rotation interne du genou et la flexion, et par le drop du bassin sur l'appui unipodal. Euh, et ça, c'est fondamental dans la manière de rééduquer et dans la manière de venir comprendre d'où peut venir. Si tout à l'heure on parlait de la problématique haute ou de la problématique basse, eh ben, il va falloir essayer de comprendre en fait le contrôle moteur de cette partie proximale, de cette partie distale, et de voir un petit peu plus loin. Ce que j'ai appelé le joint coupling, le couplage articulaire, les liens anatomiques, parce que du coup, on va se retrouver sur des chaînes musculaires, des chaînes myofaciales qui vont être fondamentales à mettre en place dans notre compréhension du modèle. Et puis, et les liens anatomiques, c'est aussi ce que vous voyez dans le rond bleu, c'est-à-dire en fait la continuité entre l'enveloppe, le septum, le biceps, le vas lateralis. Et de comprendre qu'une inactivation musculaire du biceps, de la courte ou de la moyenne ou de la longue portion du vaste latéral va nous apporter des informations de cisaillement de ce fascia lata et de cette zone notamment de la bandelette.
Donc, il faut aller chercher beaucoup plus sur une notion de porte-à-faux, à mon avis, de cette zone-là, et plutôt que de l'incriminer comme une inflammation particulière. Il faut savoir que la mécanique faciale, c'est hyper conducteur au niveau électrique, c'est hyper rigide, enfin hyper solide, et que de vouloir s'entêter à étirer une bandelette, c'est impossible puisque de toute façon elle n'existe pas, et plus vous allez l'étirer, et plus elle va répondre par la formation de collagène qui va être encore plus puissant. Donc, en fait, vous aurez l'effet inverse. Et ça, bien sûr, on n'est pas encore dans cette étude-là, on n'est pas encore dans cette dynamique-là, mais pourtant, c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre pour comprendre les échecs des étirements sur cette zone-là, tout simplement. Ou alors, les gens qui vont utiliser le crochetage dans cette zone-là pour venir espérer décoller quoi que ce soit, en fait, c'est faux. Vous pouvez utiliser le crochetage, ça n'a aucun problème. Par contre, ce que vous allez faire, c'est pas décoller, c'est pas enlever, étirer, et c'est sûrement pas venir creuser des ponts ou des adhérences, comme on entend souvent à cet endroit-là. Parce que quand vous voyez la zone bleue, vous allez avoir des problèmes pour venir créer des adhérences à cet endroit-là. Donc toutes les techniques dont tu fais référence, parce qu'il y a eu plusieurs questions tout à l'heure sur le stretching, c'est peu importe que ça soit stretching, que ça soit scrapping, gua sha, crochetage, pour toi c'est une action au niveau proprioceptif plus qu'autre chose, que purement que mécanique. Exactement. En fait, penser qu'on va décoller, qu'on va allonger ou qu'on va comment dire, essayer de venir donner de la longueur ou enlever de la souffrance par ces techniques-là, c'est faux. Par contre, des afférences, alors là, 100%. Oui, on va informer. Et un fascia, avant tout, c'est un système afférentiel. C'est un système de continuité des informations, et du coup, c'est fondamental de venir l'utiliser comme un capteur. Si ça vous fait mal, c'est pas anodin. Une douleur, une nociception, il y a des capteurs pour ça. Il y a des capteurs à la nociception, et donc du coup, si mes capteurs à la tension, si mes capteurs aux thermorégulation, aux baroréception, mécanoréception sont pas aussi efficaces que prévu, ben en fait la douleur, elle m'informe quand même sur l'état tensionnel de mon fascia. Si on l'appelle fascia lata, il faut le considérer comme un fascia et non pas comme un ligament ou comme un muscle ou je ne sais quoi. Alors, le traitement, on va venir sur la partie la plus intéressante. En préalable à tous les actes, moi, j'aime beaucoup venir intervenir auprès de mes patients et comprendre un petit peu ce qu'ils savent de ce qui leur arrive, de ce qu'ils savent de la course à pied. Et c'est ce que j'appelle, vous allez voir un petit peu plus loin, le diagnostic culturel. Aujourd'hui, la course à pied, c'est une communauté, c'est un langage, c'est des mythes, des croyances, c'est du partage, c'est beaucoup plus. C'est une espèce de société. Hein. Donc du coup, il va falloir savoir ce que les gens ils entendent par je cours, et ça va permettre de venir comprendre aussi ce que c'est que l'overusing chez eux, d'où ça peut venir. Est-ce que effectivement c'est qu'une question de stress mécanique, ou est-ce que c'est un stress beaucoup plus général? Et du coup, moi je travaille beaucoup avec la thérapie manuelle en début de traitement, chaque fois quasiment, tout simplement pour pouvoir discuter avec mes patients et avoir de l'éducation auprès d'eux, et d'essayer de voir ce qu'on peut faire sur leurs croyances, leurs mythes, leur ignorance, sachant que notre objectif, c'est de les autonomiser et de faire en sorte que le traitement il soit le plus possible euh, chez eux que chez nous, quoi, tout simplement. Et que ça soit finalement l'objectif, c'est de leur transmettre notre savoir pour que eux-mêmes puissent manager beaucoup mieux leur entraînement et leurs interrelations avec les différentes personnes qui vont être autour d'eux, quoi. Donc voilà, on peut aussi éventuellement parler aussi du matériel et du lien avec la pathologie. Ils ont souvent beaucoup de questions, comme vous avez vu, hein, on met souvent la chaussure au centre de la patho. Effectivement, est-ce qu'il y a
problématique de chaussures ou pas. Voilà, ça va être intéressant. Donc dans l'éducation, en fait, ce qui va être fondamental, c'est la notion de douleur. Ils sont la plupart capables de comprendre que si je cours à 2000, je fais du fractionné, que j'ai vomi, et je suis super content parce que j'ai fait une super séance, le fameux no pain, no gain. Par contre, si je cours et que j'ai un petit peu mal quand je suis en rééducation, ah là là, faut que je m'arrête tout de suite parce que c'est pas normal. Bah si, c'est normal, hein, c'est une problématique. Si la douleur elle est centrée sur l'endroit que vous avez ciblé, et c'est logique. Par contre, ce qui va être fondamental, c'est de leur faire comprendre cette notion de management de la douleur avec des visuels, avec tout simplement des questions-réponses, leur faire répéter ce qu'ils ont compris, et puis aussi de faire comprendre les bases de l'entraînement. L'exercice, c'est bien. On revendique toujours l'exercice, l'exercice, l'exercice. Ok, super, je suis à fond derrière tout ça. Par contre, les bénéfices de l'exercice, ils sont valables que si mon alimentation, mon sommeil et mon système respiratoire, ils vont être fonctionnels. Si ça, c'est nul, vous pouvez faire tous les exercices de votre vie, ça changera rien. Vous allez vous mettre dans le trou encore plus. Donc il faut comprendre ce qu'est l'alimentation, il faut comprendre ce qu'est le sommeil, il faut comprendre ce qu'est la gestion respiratoire, tout simplement parce que c'est la gestion de notre cortisol qui joue derrière tout ça. Donc il va falloir venir leur expliquer toutes ces notions-là. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails fondamentaux, il y a juste besoin de venir poser quelques petites questions pour savoir comment les gens ils s'alimentent, comment les gens ils digèrent, est-ce qu'ils ont des restrictions alimentaires, et ainsi de suite. Voilà, dans la formation en ligne dont on parlera, je pense, un peu plus tard, il y a tout plein de fiches techniques comme ça qui vont vous permettre de venir avoir un questionnaire basique et de venir, à travers un code couleur, les feux tricolores, de vous permettre de voir où est-ce qu'il y a des sensibilités, donc feu rouge, feu orange, et où est-ce qu'il n'y en a pas. Et c'est des fois dans ces zones-là qu'il va falloir aller chercher à manager le stress, qui n'est pas du tout toujours que mécanique. Donc, c'est comprendre ce que j'appelle l'entraînement invisible, que les entraîneurs et les coachs connaissent bien. Il va falloir aussi des fois raisonner les attentes du patient, puis lui faire comprendre qu'il n'a peut-être pas les capacités de ce qu'il veut faire, et peut-être qu'avant d'être champion du monde, il faut peut-être être champion du quartier, ça commence déjà par là. Et puis, il va falloir entendre aussi les croyances et les mythes qui habitent votre patient, et peut-être gentiment venir faire comprendre qu'il y a peut-être plus à faire. Voilà, ça c'est mon processus de rééducation. Donc là, on va rentrer dans la première phase. Donc ce que je vous appelais la diagnostic culturel. On va faire un diagnostic clinique comme on a vu. Et puis moi, dans cette première séance, c'est pour ça que je fais pas de courir les gens dès le premier coup, parce que je fais un petit peu de thérapie manuelle. Et puis aussi, ce que j'appelle la RP appropriée, c'est la rééducation physique qui va être en rapport avec ça. Donc le traitement, donc diminution des stress. Alors voilà ce qu'on peut voir comme stress qui va être appliqué sur une séance, donc soit de rééducation, soit de course à pied. Donc vous voyez, il y a le fameux stress mécanique, il y a le stress neurologique, neural, il y a le stress métabolique et le stress émotionnel. Tout simplement pourquoi parce que ce qui va être important, c'est que le stress va occasionner un pic de cortisol. La cortisol, il va être stimulé, pourquoi? Par l'intensité, le volume, la complexité de l'exercice et la peur de ne pas y arriver. Donc si vous reprenez l'intensité, le volume, vous allez retrouver du mécanique. La complexité, et puis dans le métabolique. Et on va retrouver la complexité de l'exercice dans la problématique neurale et la peur de ne pas y arriver dans la problématique émotionnelle. Et ça, c'est hyper important parce que si vous négligez ces charges de stress, vous allez négliger l'évaluation cortisol. Et aujourd'hui, ce qui déclenche vos systèmes inflammatoires, ça va être autour de ce système cortisol. Donc, il va être hyper important de venir manager ces systèmes de charge et de les recenser pour pouvoir comprendre un petit peu plus loin que la problématique juste mécanique. Ensuite, il va falloir regarder ce qui se passe au quotidien chez vos patients, parce que effectivement, c'est bien, mais la séance, elle dure 1 heure. Regardez sur une semaine le nombre d'entraînements que les gens vont faire et les problématiques, par exemple, de travail. Si les gens ils sont 38 heures au travail dans la semaine et que vous avez un problématique mécanique sur 3 heures,
Est-ce que vraiment on est dans la même réalité? Je crois pas. Il y a des gens qui triment au travail, qui détestent leur boulot, ça leur occasionne des pics de cortisol. Il y a des gens qui mangent vraiment n'importe comment, et ben voilà. Il y a des gens qui travaillent la nuit et qui dorment très peu. Il y a des gens qui sont complètement dénigrés au boulot tout le temps. Il y a des gens qui ont une vie familiale complètement à la ramasse parce que tout simplement il y a 3 enfants à gérer et que du coup je m'entraîne en 2-2 entre midi et 2. Et ben tout ça, ça occasionne des stress et des problématiques de cortisol. Et que si vous oubliez cette dynamique-là et cette dimension-là, vous faites une erreur, à mon avis, fondamentale dans la manière de venir prendre la pathologie. Certes, quand on est kinésithérapeute, on vient voir le biomécanique, l'anatomique ou je ne sais quoi, mais cette dimension biopsychosociale, comme on pourrait l'appeler quelque part, eh ben, elle est hyper importante et elle va agir au niveau notamment du système facial. Voilà, tout simplement. Non, je crois que tu veux dire un truc. Mais alors, ça, oui, vas-y Nico. Concrètement, tu utilises quoi comme outil pour pouvoir le quantifier, pour pouvoir... Alors moi, je fais des questionnaires. Je fais des questionnaires autour de les problématiques familiales, de la problématique travail. Et du coup, je vais utiliser ce que je disais tout à l'heure, un feu tricolore. Et ce qui est hyper important, c'est de le montrer aux gens. C'est de prendre les gens comme comment dire, témoins de leurs problématiques d'ensemble de vie. Si on vient se dire, voilà, il y a ça qui va pas, et que oui, j'ai peut-être trouvé une pronation un petit peu plus importante. Je peux corriger la pronation. Mais si les gens dorment pas, ça changera rien. Donc il va falloir les sensibiliser sur l'importance du sommeil. Et donc il va falloir leur faire comprendre que par exemple, si je me couche à 23h et que je me lève à 5h du mat, que je ne rêve pas, que je prends des médicaments pour aller dormir et que en plus je me réveille 3 fois, ça s'appelle pas une nuit réparatrice, malgré le fait que j'ai peut-être dormi 6 heures, 6h30. Donc, si on n'objective pas les gains qu'ils doivent avoir à travers le sommeil et leur faire comprendre dans l'éducation ce qui se passe quand ils dorment, quand ils mangent et pourquoi il faut qu'ils le fassent correctement, ben en fait, on va les revoir ad vitam aeternam. Nos travaux, ils servent à rien. On pisse dans les violons. Et puis, il y a un moment donné, ça va nous saouler aussi parce que faut être clair et net. On perd pas notre temps. Quand on voit le nombre de patients qui vous appellent pour des problématiques comme ça et qui traînent, en fait, souvent ils traînent. Pourquoi? Parce que vous gérez super bien des fois la problématique mécanique, vous améliorez la cadence de pas, vous améliorez, voilà, peut-être, vous avez des solutions peut-être bric-à-brac, mais le fond, c'est que si on veut pas que ça se reproduise, il faut que l'écosystème il vive un peu mieux, qu'on soit dans une dynamique un petit peu plus cohérente. Ça répond à ta question, Nico? Ouais, parfaitement. Ouais. De toute façon, même si on est dans une pathologie d'origine qui semblerait mécanique, on est là dans le management d'une santé générale. Et que même si on est, comme dit au départ, d'une pathologie qui semble pour nous kinés d'origine purement sur des facteurs biomécaniques, toi, tu l'abordes ou c'est presque ton... Il faut qu'il ait un degré de santé générale qui soit capable de générer pour pouvoir encaisser ce que tu vas lui mettre après comme travail, comme traitement. Et Exact. si préalable cette santé générale n'est pas optimale ou n'est pas meilleure, tout ce que tu fais autour, ça peut être... Ça va pas être optimisé et c'est ça le problème, c'est que c'est pour ça qu'il y a des gens qui, quand on fait une étude, on trie les gens pour l'étude et on enlève les gens sur des critères bien particuliers. Et pourquoi nos études nous donnent pas un carcan très simple, voilà, vous faites ça, ça, ça? Parce que justement, ce domaine-là, il n'est pas évalué. On ne connaît pas l'état santé rigoureusement de tous les gens sur le domaine. Et c'est très, très complexe et c'est très patient dépendant. Mais nous, on a le temps de faire ça. On a aussi cette problématique d'interaction avec nos patients. Et quand on vient investiguer un fascia lata, un fascia, c'est un système continu qui est sous la dépendance de beaucoup de domaines, neuro-hormonaux notamment. Et du coup, on ne peut pas faire fi de cette problématique-là. Je ne ferai pas exactement la même chose sur une entorse de la cheville. Une entorse de la cheville, s'il y a une problématique ligamentaire, je ne vais pas aller mettre autant d'impact sur le système, sur mon écosystème. Mais dans la course à pied, il y a quand même aujourd'hui une problématique qui est quand même très très globale.
dans la gestion de pourquoi je cours, c'est quand même l'apologie du niveau moteur après la marche. C'est un moyen de locomotion qui est en déséquilibre quand même hyper important et que je peux pas faire semblant de penser que tout le monde va s'en sortir avec une musculation du moyen fessier et puis un renforcement du quadri et puis étirement de la bandelette. Non, je pense que ça, c'est trop simpliste. Et de venir discuter avec nos patients et d'entendre que bah, ils dorment pas, que ils mangent en deux-deux et que en fait ils ont un système digestif qui est complètement à la ramasse. Et bah ouais, ça impacte sur la globalité. Et ouais, c'est un des critères qui va nous emmener vers des problématiques peut-être à distance. Alors oui, il y a une problématique biomécanique. Oui, c'est vrai. Et oui, il faut la travailler. Mais quand on commence à voir que ça passe pas, eh ben, il va falloir aller agrandir le cercle, il va falloir essayer de venir ouvrir un petit peu son champ des possibles, sortir de je regarde par le trou de la serrure et puis bah, il y a plein de choses à faire. Notamment, voilà, donc là, sur la phase 1, on peut aller sur des mécaniques antidouleurs avec le travail isométrique, notamment, du coup, parce que le travail isométrique va mettre en tension le système myofacial, plus que le travail concentrique et excentrique. Les thérapies manuelles, donc, bah, avec objet ou sans objet, hein, sans outils, ce que tu évoluais tout à l'heure, le scrapping, voilà, des techniques comme ça. Et puis, le travail de tenségrité, c'est venir travailler sur la comment dire, sur la globalité de la chaîne. Et c'est peut-être en ça où les étirements entre guillemets, les étirements globaux. Alors j'aime pas trop le terme étirement stretching, mais en tout cas l'étirement actif, oui, sur comment dire, des mouvements globaux d'aller-retour, ouais, pourquoi pas. Donc là, alors je suis désolé, il y avait des vidéos, mais du coup, on est obligé de les retourner. J'espère que alors là, on voit, je sais pas si vous voyez, mais mon pied droit, il est posé sur une cale. Et du coup, cette cale va mettre mon pied en pronation et le couplage articulaire va faire en sorte que, du coup, je vais avoir une obligation de gérer ma rotation interne de tibia un peu plus haut. Et du coup, je serai en travail isométrique et en travail de contrôle moteur, si on veut dire. Le suivant, en fait, on utilise un enroulement élastique que je vous encourage à apprendre. C'est fait par notre ami Arnaud Ferrec chez ProFTS. Et là, vous avez la mise en tension en fait, du tibia en rotation interne. Et donc, avec un travail juste unipodal, on va venir demander à la personne de rester sur place et de venir gérer comment dire, ce problématique d'enroulement interne. Donc, la gestion de la rotation interne du genou. Alors, ça passe. Donc là, on a rajouté un stimulus avec le kettlebell qui va venir accentuer le loading sur la jambe opposée et qui va avoir tendance à mettre le pied en pronation, le genou en flexion, rotation et la hanche en flexion, rotation, adduction, rotation interne. Il faut bien que vous mettiez votre poids du côté gauche si vous voulez travailler la jambe droite, tout simplement pour venir accentuer le déséquilibre. Bien sûr, en première partie, on a vu qu'on le mettait en goblet squat, en position de goblet squat pour venir travailler juste au plus simple. Ça sera des variantes que vous pouvez ajouter au fur et à mesure pour mettre un petit peu plus de tension et un petit peu plus de contraintes neurologiques. Les amplitudes articulaires. Alors, Nico, vous entendez le son ou pas? Allô? Nico? Tu entends? Oui, je t'entends maintenant. Ouais, ouais, parfait. Ok. Donc du coup, sur les amplitudes articulaires, euh, 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 alors, je vous emmène un petit peu plus loin. Ok. Donc là, je vais vous montrer un petit exercice qui va être de travailler sur la pronation et l'ouverture de votre pied. Donc, vous allez juste coincer les orteils. On coince les orteils avec les doigts et on va venir tout simplement écarter
Alors, le fait de venir ouvrir va augmenter l'extension entre les métatarsiens, qui est sur l'avant-pied, qui va avoir le rôle qui va être accompagné dans la gestion des 3 parties du pied en pronation. Vous savez que vous avez un valgus de l'arrière-pied, vous avez une pronation du médio-pied et une extension des je sais pas si vous voyez bien, des métatarsiens. Et donc du coup, on va avoir la mise en tension de ce système myofascial postérieur, donc sous le pied, ce qu'on appelle le tie bar effect. Ok, donc on le met en décharge et on peut le travailler aussi en charge avec des écarteurs d'orteils pour ceux qui connaissent. Donc l'état de santé, c'est une des diapos que vous avez vues tout à l'heure. Voilà comment je présente et comment je vais questionner les gens pour savoir en fait ce qu'ils font dans la vie de tous les jours et dans quel état de santé musculo-squelettique ils peuvent être. Est-ce qu'ils sont sédentaires et qu'ils se mettent à courir? Dans ce cas-là, peut-être que c'est normal que la blessure survienne. Est-ce qu'ils courent comme s'ils étaient un sportif averti, mais ils ont un niveau de musculo-squelettique qui est dans la zone 1? Voilà. Il faut savoir si le niveau de pratique de la course à pied est en adéquation avec leur niveau de santé, entre guillemets, musculo-squelettique de base. Et après, vous allez le manager en fonction des zones avec des traitements spécifiques adaptés. Ce qu'on appelle la PPG, la PPR, enfin voilà. Ça, c'est pour les entraînements et c'est pour les sportifs et pour les entraîneurs. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est un autre système qui va être un petit peu différent, qui va être tout simplement la rééducation physique fondamentale avec les activités fondamentales, tirer, pousser, rotation, locomotion, lancer, les gainages. Et du coup, ensuite, on va aller passer sur un cap supérieur où on va voir les coureurs novices et jusqu'à le coureur expérimenté qui va nous permettre d'avoir une rééducation, une physique orientée, donc avec les gammes techniques, avec la musculature du pied, avec la notion de musculature spécifique du coureur, le quadriceps, les grands fessiers et ainsi de suite, le mollet, et puis la notion de cross extensor réflexe ou de cross gate réflexe. On va passer. Donc voilà, ça c'est hyper important pour moi. La réhabilitation, c'est de l'entraînement, mais à un niveau moindre. Donc ça, c'est tous les exercices que vous pouvez faire en fondamental. Donc, vous voyez, il y a des planches, des pompes, le bird dog, le holo, le single air bridge, les planches, les tractions, les squats. Ok. Alors ensuite, ok. La phase 2, donc améliorer les afférences, donc avec tous les outils qu'on puisse connaître. Activation musculaire, c'est réveiller le système musculaire, donc périarticulaire, que ce soit au niveau de la hanche, au niveau du genou, au niveau de la cheville. Et puis, c'est donc continuer de mettre améliorer les amplitudes, donc au niveau de la cheville, par exemple, au niveau de la flexion dorsale qui va être importante, l'extension de la hanche qui va être importante. Et puis, toujours mettre des contraintes fonctionnelles. Alors là, on va peut-être les décontextualiser dans un premier temps et pas les appliquer spécifiquement à la course à pied. Et puis, on va commencer à enseigner, suivant le niveau de l'aptitude physique, peut-être la rééducation physique plutôt orientée course à pied. Donc là, on va... alors attendez, excusez-moi. Donc là, on vérifie. Donc c'est ça, ça reprend exactement ce qu'on vient de dire juste avant. D'accord? Et on va commencer à faire un plan de course aussi à ce moment-là. Et ce plan de course, on va, suivant les antécédents du patient, suivant le niveau le temps qu'il a été arrêté et le niveau qu'il avait avant, on va partir soit sur un plan où on va commencer à le faire courir direct, ou alors sur un plan où on va le faire marcher courir, et puis ensuite lui mettre des charges stressantes appropriées, donc que ça soit mécanique, que ça soit neuronal, que ça soit émotionnel ou que ça soit métabolique. Ça, c'est en fonction du patient.
et en fonction comment dire, des problématiques du bilan. Alors, hop là, ah bah ça part pas. Ok. Ça, c'est les problématiques qu'on va enseigner avec les éducatifs de pied. Alors, je ne sais pas si vous êtes sensibilisé à l'ensemble. Le premier en haut à gauche, c'est pour le travail de l'abducteur du 1. Le deuxième, et il est très peu connu, c'est pour le travail de l'adducteur, abducteur du 1 et l'abducteur du 5. Le flap toes juste à côté, qui va être l'individualisation des orteils, l'extenseur du gros orteil ensuite. En bas va être sur les extenseurs communs. Et puis, tout en bas à droite, le toe spread out avec l'ouverture au max des orteils. Et l'exercice qu'on connaît le plus, qui est le short foot en plein milieu. Alors, hyper important, le short foot, on n'appuie pas sur la base de la tête du premier métatarsien. On n'appuie pas. Tout simplement parce que sinon, en fait, si vraiment, quand on faisait un short foot, on appuyait sur la base sur la tête du premier métatarsien, en fait, on agresserait les sésamoïdes. Donc, c'est pas le principe. Et donc, il faut oublier cette dynamique de j'appuie mon gros orteil, la base de mon gros orteil sur un papier et du coup, je peux venir faire mon augmentation de voûte plantaire à cet endroit-là. C'est pas possible, ça se passe pas comme ça dans la phase de toe-off. Et donc, vu que la mécanique des muscles intrinsèques, c'est plutôt une mécanique informationnelle, ils sont blindés de faisceaux neuromusculaires, ils sont blindés d'organes tendineux de Golgi, donc ils ont un rôle, avant d'être des rôles musculaires de propulsion, ils ont un rôle, encore une fois, afférentiel, hyper important, au même titre que la peau du pied, qui est fondamentale et qui explique aussi pourquoi on a des problématiques avec les chaussures et les vibrations, et le stack, et j'en passe des meilleurs. Et pourquoi beaucoup considèrent aussi que le minimaliste est la solution. J'en fais pas partie et je pense qu'il faut être plus mesuré. Les éducatifs de course, c'est quelque chose qui est hyper important de venir donner comme information à vos patients. Il va falloir les enseigner. Il y a le pape.info qui est une très bonne revue sur le web qui va vous donner, qui a un site sur YouTube qui est vraiment excellent, où ils ont 25 minutes d'éducatif de course et je vous encourage à venir les référencer et à regarder et même à vous les pratiquer. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment top. Et c'est de la musculature appropriée, c'est de la rééducation physique orientée course à pied qui est des plus importantes, qui fait partie des échauffements des athlètes numéro 1, mais qui fait partie des éducatifs à s'approprier. Dans la phase 3, on va aller sur de la mise en contexte plus importante avec de l'apprentissage de la notion écologique, c'est-à-dire l'appropriation de l'environnement du coureur dans son milieu d'exercice, donc vers quoi il veut tendre. Est-ce que c'est un pistard? Est-ce que c'est un routard? Est-ce que c'est un trailer? Est-ce que c'est un ultra-trailer? Voilà. Donc il va falloir aller vers ce qui nous importe le plus. Dans la phase 3, il va y avoir des mises en charge de plus en plus importantes. Alors, comment on peut augmenter cette mise en charge? Par le temps sous tension, par la charge additionnelle, par l'augmentation de la complexité d'exercice, puisqu'on a vu que ça avait un impact sur la charge neuronale, sur le ciblage du load, tout simplement parce qu'on peut aller sur des systèmes beaucoup plus intéressants que cibler le genou. Ensuite, on peut avoir un système qu'on appelle time cap pour les crossfitters qui connaissent. En fait, c'est le principe, c'est de se dire on va faire un max de répétitions dans un temps donné. Et puis les mômes qui est de travailler sur un temps donné et on change d'exercice à 5 minutes où on prend un ou deux exercices. Le but, c'est de voir la fatigabilité neuromusculaire et de voir comment on va déformer la personne. Donc du coup, si vous avez un load ciblé et que vous utilisez un EMOM, vous allez avoir une décomposition de la mécanique de course qui va être hyper intéressant et vous allez pouvoir manager plutôt que de faire courir vos patients sur un tapis, vous allez pouvoir peut-être avoir une autre proposition que c'est celle simplement de venir faire courir les gens sur un tapis.
On va manager le plan. Alors, je vais vous montrer quelques petites. Alors, le fascia lata. On parlait du crossover. Ce qu'on voit à l'analyse de course. En haut à droite, vous avez une piste avec une ligne. Et ben, le premier travail sur le crossover, ça sera de mettre les gens sur un repère comme ça, visuel, et de les faire courir soit sur place, soit le long de cette ligne, en mettant les pieds de chaque côté de la ligne. Tout simplement pour ouvrir ce qu'on appelle le step width, c'est-à-dire l'espacement entre les deux pieds. Et ça va leur permettre d'avoir un stimuli visuel qui va les aider à venir ouvrir un petit peu plus. Le stimuli que vous pouvez utiliser autrement au niveau d'un facteur interne, ça va être de venir dire ouvrez l'espace entre vos deux genoux pendant la course. Voilà. Il y a une espèce de fenêtre entre les deux genoux. Le but, ce sera de venir ouvrir cette fenêtre. Alors, on peut éviter le crossover et on peut aussi s'en servir comme d'un loading. C'est-à-dire, comme je vous disais, on peut cibler le loading. Par exemple, on voit à gauche et à droite, on voit l'utilisation d'une latte. C'était un litho, hein, c'est du matériel de rééducation de très haute performance. Leroy Merlin, pour ne pas le citer. Et vous allez utiliser, avec des vitesses plutôt lentes, le travail sur la latte, sachant qu'elle est assez épaisse, elle n'est pas très haute, et que du coup, il va y avoir une problématique de est-ce que je vais réussir l'exercice, il va y avoir une problématique d'équilibration, donc une gestion neuronale, et vous allez avoir une problématique biomécanique, puisqu'il va falloir aligner votre pied, votre cheville, votre genou et votre hanche, ainsi que votre bassin, pour passer d'un appui à l'autre. Sachant que plus les gens vont aller vite sur l'équilibre, sur la latte, plus en fait ils trichent. Donc à vous de venir faire commencer lentement pour ensuite les manager vers du plus rapide. Et ensuite, on pourra revenir sur la ligne d'en haut et venir faire courir les gens sur la ligne. Ça nous permettra de voir où en est la rééducation du patient sur le load spécifique, puisqu'on a vu que le crossover était une erreur de course, mais le crossover peut être aussi un stimuli pour venir améliorer le load sur notre contrôle moteur de cheville, genou et hanche. Et puis un autre, c'est la marche du fermier, sachant que comme tout à l'heure, par exemple la personne qu'on voit en bas, si elle a le poids dans la main droite et qu'elle marche, c'est pour gérer le load sur sa jambe gauche. Ici, je ne sais pas si vous voyez les parties jaunes, c'est des coins qu'on achète aussi chez Leroy Merlin. Et ces coins, ils sont positionnés sous mon 5e métatarsien et en arrière sur mon calcanéum. Ils vont avoir tendance à mettre mon pied en la somme du pied, des 3 parties du pied, avant, médio, arrière-pied, en éversion. Et du coup, en venant utiliser l'éversion et la mise en charge avec une flexion du genou, on va venir accentuer les couplages articulaires. Et on voit que là, je vais aller chercher de plus en plus un travail global pour pouvoir augmenter la mise en tension de ma rotation interne tibiale, ma flexion rotation interne, adduction de hanche, mon valgus dynamique de genou, ma rotation interne de genou. Et l'objectif, ça va être d'avoir une réponse neuromusculaire la plus adaptée possible. Donc là, je rajoute en plus des rotations du tronc, des rotations cervicales, puisque comme ma tête ne bouge pas, elle se met en rotation cervicale gauche, par exemple. Donc les mômes, donc là, on va faire un travail où là, l'élastique va venir me mettre en rotation interne et adduction de hanche. Je vais être sur une pression donc dans le sol et contre le mur et derrière. Je vais utiliser 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche, et je vais partir sur un travail de 12 minutes. Donc à chaque fois, j'ai 30 secondes de récupération, hein, puisque j'ai 30 secondes à droite, 30 secondes de récupération, 30 secondes à gauche, 30 secondes de récupération. Et puis, je vais enchaîner avec un système où là, je vais être sur un nombre de répétitions bien donné. Donc par exemple, 20 répétitions, donc sur 1 minute à réaliser. Alors si je l'ai fait en 1 minute, eh ben, j'ai pas de temps de récupération. Si je l'ai fait en 30 secondes, j'ai 30 secondes de récupération. Là, j'ai mis une petite variante. Quand on met le pied en avant comme ça, on va aller agir plutôt sur la face fessière en haut, plutôt que sur la partie avant où on était plutôt sur la notion de genou. C'est des notions de biomécanique liées au squat avec une dominance genou, une dominance hanche.
ça, c'est ce qu'on peut trouver chez les athlètes, donc du coup déjà avertis. En fait, vous allez travailler sur du Tabata et ce Tabata, il va vous permettre de travailler sur 6 minutes du travail spécifique. Donc là, on est sur le Tractus Fit. Ça, c'est emprunté à Eric Delacroix, qui est un entraîneur de trail très connu, qui est vraiment top et qui est à La Réunion. Il a écrit 2 bouquins sur le trail qui sont vraiment super, super. Donc le Tractus Fit, où vous allez faire de la montée de boxe, tout simplement, mais sur le latéral pour venir travailler la montée et l'équilibre du bassin. Le 10 feet où on va être sur du squat jump entre guillemets et le jump feet qui va être tout simplement une montée alternée sur la boxe et qui va vous permettre de venir travailler sur des temps de 20 secondes de contraction, 10 secondes de récup sur 6 minutes. Le Bring Sally Up Challenge, c'est, je ne sais pas si les gens connaissent, c'est tout simplement un challenge. Vous allez utiliser un exercice et vous allez faire tourner la chanson Bring Sally Up. Et quand il dit Bring Sally Up, vous êtes monté. Donc par exemple, si on prend le Tractus Fit et qu'on faisait le Bring Sally Up avec l'exercice du Tractus Fit, on serait Bring Sally Up sur la partie droite en l'air, en haut, et Bring Sally Down, on serait sur la partie à droite, la partie à gauche, en bas, sans que le pied touche. Et donc vous allez travailler sur 3 minutes 30 de travail là-dessus. Donc on est plutôt sur de la mise en tension, du temps de tension très 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 long, avec plutôt un travail sur les fibres lentes aussi. Manager le plan de reprise dans la phase 3. Alors, déjà tout l'enseignement autour de la douleur, tout le suivi que vous allez pouvoir avoir au niveau de la force. Et puis moi, j'aime bien traîner sur Strava parce que le principe même d'un coureur à pied, c'est que c'est un menteur la plupart du temps. C'est qu'il vous dit j'ai fait ça mais j'ai pas fait ça. Et en fait, quand vous allez sur Strava, vous allez vite voir ce qu'il a fait et ce qu'il a pas fait, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Et les têtes brûlées, ça se manage pas de la même manière que des gens raisonnables. Et donc, du coup, c'est toujours bien d'aller jeter un œil sur comment dire, sur les outils Run Static ou Strava. Nico, je ne t'entends plus. Allô? Ouais, Nico? Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Moi, je croyais que tu étais perdu. Non, je suis là. Donc en résumé, voilà, ça c'est ce que dans la formation e-trek vous pourrez retrouver, c'est ce que j'appelle l'écosystème. Donc vous voyez la partie jaune, l'état de santé, ce qu'on va gérer avec la rééducation physique fondamentale, orientée ou spécifique. Ce que l'élément vert, qui est ce que tout le monde connaît, la typicité de la course à pied, ce que tout le monde manage beaucoup et souvent avec de très très bonnes informations, c'est ce que la science nous apporte le plus et c'est ce aussi sur quoi elle est pas d'accord. Donc du coup c'est quelque chose d'intéressant. Les contraintes intrinsèques et extrinsèques, c'est ce que je vous ai exposé aussi à travers les différents stress qui ne sont pas que mécaniques dans tous les éléments de vie de votre coureur à pied qui, malgré qu'il soit, athlète de haut niveau et qu'il fasse que ça, ou pas hein, d'ailleurs, hein, parce que même les athlètes de haut niveau, on manage ce genre de choses. Et puis les interrelations que vous avez avec les systèmes environnementaux, donc une approche écologique aussi, puisque du coup l'environnement, à travers le climat, les sols, les chaussures, les entraînements, les courses, quand on met un dossard, c'est pas la même chose. Et ben ça va pondérer l'ensemble des autres informations. Donc il est à mon avis utopique d'imaginer que le système jaune, le système vert, le système bleu puissent fonctionner individuellement sans que les autres interviennent, puisque forcément ils ont des relations tous les uns les autres. Pour ceux qui connaissent la médecine traditionnelle chinoise, on est dans ces systèmes des 5 éléments et qui fonctionnent, enfin, eux, ils fonctionnent avec les 5 éléments et qui sont en interaction perpétuelle et qui sont en dualité complémentaire. Ce qu'on doit manager, donc, c'est l'état de santé des coureurs, c'est les différentes sollicitations, les stress, les loadings, enfin voilà, la tenségrité du coureur, c'est-à-dire en fait tout son système myofacial, la technique de course, on n'en a pas beaucoup parlé parce que pour moi, courir arrière, médio ou avant-pied,
c'est le cadet de mes soucis aujourd'hui dans la manière de fonctionner. Je pense qu'il n'y a rien qui montre qu'aujourd'hui, il y a une technique qui est meilleure que l'autre. On entend parler de foulée naturelle. Ça me fait toujours rigoler parce que aujourd'hui, une foulée naturelle, c'est quoi? C'est soi-disant courir avant-pied et puis avec une fréquence de 180. Ouais, en fait, la foulée naturelle, c'est pas la foulée pieds nus. La foulée pieds nus, c'est la foulée sécuritaire qu'on devrait appeler ça. Parce que si vous courez n'importe comment pieds nus, en fait, vous allez vous déchirer la voûte plantaire et vous allez vous déchirer la peau de pied parce qu'elle n'est pas adaptée. Et donc, du coup, vous allez forcément avoir une foulée sécuritaire et forcément, elle va être plutôt des petits pas. Elle va forcément diminuer l'impact pour éviter de vous déchirer tous les systèmes qui vont être de la peau, les fascias, les muscles et ainsi de suite, et les os. Donc, on ne peut pas venir parler de foulée naturelle quand on ne prend pas en considération la masse graisseuse sous le pied, l'épaisseur de la peau du pied, et puis le niveau de sollicitation des systèmes osseux. Donc voilà, on a aujourd'hui des chaussures. Ces chaussures, elles sont là pour nous donner des utilités techniques. Il faut savoir les utiliser, et pour ça, il faut qu'on ait un système qui soit super performant. Il faut toujours éviter de manager des modèles, mais plutôt s'intéresser à des individus. À partir des modèles, on va pouvoir leur proposer des choses, mais de ne pas cantonner les gens à un système particulier, coureur avant-pied, coureur talon, et je passe sur d'autres modes de type de management. Pour moi, un individu, il a une grande neuroplasticité, et il a une plasticité. Et ça veut dire qu'il est capable de tout apprendre à partir du moment où on lui enseigne bien. Et donc, ça veut dire qu'on ne doit pas le cantonner à une seule case, mais on doit lui proposer un maximum de sollicitations, mais bien adaptées et bien progressives pour qu'il puisse s'en servir. Et ça me paraît être le plus intéressant dans la manière dont on va gérer la pathologie du coureur à pied. Et puis, bien sûr, d'aller agir sur les mythes et les croyances de chacun. Jamais oublier aussi ça, j'aime bien ce petit jeu là, le tape-cul. Le tape-cul, ça veut dire que si vous augmentez la charge externe, elle va forcément avoir un impact sur la charge interne et donc vice-versa. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous augmentez un paramètre à un endroit, il va falloir qu'il soit pris en charge à un autre endroit. Donc vous ne pourrez pas tout augmenter et vous ne pourrez pas tout diminuer parce que tout simplement, vous allez forcément dérégler à un autre endroit. Et ça veut dire aussi que quand vous gérez pas bien une pathologie, vous créez des dégâts quelque part. Alors vous pouvez faire comme si vous ne le saviez pas, mais plus maintenant. Donc voilà. Ça, c'est tout simplement aujourd'hui ce que moi je propose, c'est une méthode qui n'est pas basée que sur les études. C'est aussi pour tous les gens qui ne répondent pas au protocole des études et qu'on a tendance à avoir navigué d'un cabinet à un autre. Et ben pour ces gens-là, il va falloir leur proposer d'autres choses. Et c'est là où en fait les entraîneurs, les managers, les coureurs, les autres kinésithérapeutes, les autres spécialités, notamment les pathologies neurologiques, vont nous aider énormément à venir comprendre pourquoi on a des échecs et malheureusement qu'on va continuer à avoir des échecs. Et puis après, il faut avoir une progression simple et surtout autonomiser vos patients. Pour moi, ça, c'est important. Donc ça, c'est ce que je vous disais, les gens du milieu, les guidelines, et puis tout ce qui se passe pour les extérieurs. Voilà, vous pouvez être une tête brûlée et venir dire, moi, je fais que sur la corde raide, ou alors vous pouvez dire, moi, je fais que de la guideline. Est-ce que vous vous éclatez dans votre rééducation? De quelle manière? C'est à vous de voir. Et voilà, la prise en charge, elle doit être d'abord dans un premier temps beaucoup au cabinet et un petit peu en autonomie. Elle doit aller de plus en plus vers l'autonomie du patient et qui se détachent de vous et qu'ils viennent juste prendre conseil auprès de vous et qu'ils viennent juste, vous soyez juste un manager de la reprise et un interlocuteur auprès des autres personnes qui interviennent dans l'écosystème de vos patients, puisque ça aussi c'est important, ils ont des entraîneurs, ils ont des coéquipiers, ils ont des partenaires d'entraînement, et voilà, ça va être intéressant. Ok. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ouais, ok. Du coup, si je résume globalement un petit peu, ce que toi tu essaies de mettre en avant, c'est que tu veux pas que ce soit pour la pathologie, comme on a abordé ce soir sur la bandelette iliotibiale, tu essaies d'avoir une approche, comme on caractérise beaucoup en ce moment, biopsychosociale, mais en y intégrant donc
toute approche de santé générale, de préparation physique générale, et pas seulement taxer sur de la biomécanique de base qui est fondamentale aussi, parce qu'à un moment donné, s'il y a des choses à aller moduler, il faudra le moduler, mais ça peut prendre que son sens si tu as régulé toutes les variables autour de sommeil, de fatigue, de stress dans ce que ça représente globalement. Ce qui est fondamental, c'est que un homme, on dit qu'il est complexe, et quand ça nous arrange. Et ce qui va être important, à mon avis, c'est de venir se poser la question si il est complexe quand ça m'arrange et pas quand ça m'arrange pas, c'est pourquoi. Et tout simplement, là je vois sur le chat un truc intéressant, la difficulté de faire un bon diagnostic. Ouais, mais en fait, pour faire un bon diagnostic, il va falloir pouvoir parler avec ses patients et il va pas falloir se cacher derrière des recettes stricto sensu. La recette, c'est une routine qui nous permet de venir nous rassurer dans la manière d'investiguer notre patient. Et après, il faut qu'on ait dans notre trousse à outils, derrière tout ça, des outils qui puissent nous permettre de comprendre la toile qui est tissée derrière tout ça. Et c'est hyper important de venir manager les gens sur le côté mécanique parce que ça vous donne une crédibilité et ça vous donne une importance parce que vous avez compris ce que c'était que la course à pied. Et puis derrière tout ça, il faut aussi se dire l'individu, il faut que je l'aide à devenir un coureur au sens général, c'est-à-dire qu'il y a un coureur qui ne se blesse plus. Comme je vous ai montré, en fait, on vient à la course à pied pour des mauvaises raisons, mais il faut qu'on y reste à la course à pied pour des bonnes raisons. Et ces bonnes raisons, c'est parce qu'on va trouver le plaisir, et que le plaisir, il n'est pas que d'en courir, il est aussi dans la manière de gérer les à côté, de venir apprendre à cuisiner, de venir apprendre à dormir, de venir apprendre à méditer, de venir à comprendre à travers la course à pied, à gérer mieux son quotidien. Et pour ça, ça nous permet, alors peut-être qu'on appelle ça biopsychosocial. Moi, ma sensibilité elle vient de la médecine traditionnelle chinoise. Et aujourd'hui, les Chinois, ils n'ont pas attendu le modèle biopsychosocial pour comprendre que les éléments qui sont tout autour du sportif sont fondamentaux. On ne soigne pas une maladie avec juste un remède miracle, on soigne un déséquilibre. Et je pense qu'aujourd'hui, dans la course à pied, justement, la course à pied, c'est un déséquilibre antérieur rapide. Donc, il va falloir comprendre aussi ce déséquilibre qui peut être managé à travers différents termes. Ça ne veut pas dire que méditer, ça soigne un syndrome de la bandelette iliotibiale. Ça veut dire que ça agit sur un des paramètres qui peut faire en sorte que l'inflammation perdure. Ok. On va essayer, il y a quand même beaucoup de questions et on a dépassé d'une demi-heure déjà notre timing, mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter tout ça. J'espère que vous avez apprécié. On va essayer de vite fait répondre à quelques questions. Je vais essayer d'en sélectionner 2-3. J'ai Xavier qui nous demande quel est l'intérêt des étirements en vue de la pathomécanique que tu as décrite, quel objectif recherché avec l'étirement et quels sont tes paramètres en conséquence. Bon, ça, on y a un petit peu répondu. Je vais vite passer, donc si tu veux y ajouter quelque chose, mais ça me semble assez clair. Ouais, alors en fait, ils sont faibles. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment dans la pactomécanique être plus efficace, les étirements, ils n'ont pas lieu d'être. Il y a beaucoup plus intéressant à faire, à mon avis, pour venir gérer ce système. Comme j'ai montré tout à l'heure, l'exercice avec les cales jaunes, pour moi, ça, c'est un exercice de stretching, c'est-à-dire que de la mobilisation en aller-retour en étirement global va être plus intéressante, à mon avis, qu'un stretching actif ou un stretching passif en lequel je crois pas du tout. Ok. Ensuite, j'ai... Alors, attends. Il y a Anita, mais je pense que c'était dans le contexte. Elle dit l'analgésique ne pourrait-il pas induire un cercle vicieux de surentraînement? Le corps en a pas mal, il force sur sa blessure, moins de temps de repos. Je pense que c'était, à mon avis, au moment où tu devais parler que certains coureurs sont capables, même pendant leur période durant leur course, dans les courses d'ultra trail, sur des problématiques de bandelettes, qu'ils soient capables de finir leur course en modifiant leur pattern de course ou en modifiant les contraintes d'appui. Je pense que c'était à mon avis là-dedans. Si Anita, tu veux peut-être préciser, mais je pense que ça devait être sur ça et que du coup, tu es susceptible de faire plus de dégâts qu'autre chose. Ouais, en fait, susceptible, en fait, encore une fois, le corps, il est plastique, hein, il va pas s'auto-détruire. Donc, il y a quand même un espèce de mythe autour de la douleur qui serait, du coup,
coup le signe d'une lésion. La douleur n'est pas toujours le signe d'une lésion, et même rarement. Hein. Donc faut plutôt voir ça comme la même problématique que j'ai soif et j'ai faim. Quoi. Certes, il y a douleur, mais ça veut dire il y a quelque chose aujourd'hui que je ne gère pas. Il y a une mauvaise habitude, donc faut travailler sur cette habitude. Et il y a quelque chose qui est intéressant, il y a des gens qui recherchent leur douleur aussi, donc comment on va faire avec ça vous n'allez pas le manager de la même manière. Du coup, l'intérêt pour moi, ça sera forcément de comprendre à qui vous avez affaire, et pour ça, il faut que vous vous intéressez à tout ce qui se passe autour de sa pathologie et comprendre pourquoi j'aime bien avoir mal, pourquoi j'aime pas avoir mal, enfin, ça va un petit peu plus loin. Ça, c'est pas enfin, on peut l'aborder dans les formations à Trek, on l'abordera pour avoir une dimension un petit peu plus holistique. Il y a Bastien qui nous demande quelle place tu accordes dans le gainage du pied, quelle place tu accordes au gainage du pied, pardon, dans le traitement dans le syndrome de la bandelette. Tu l'as abordé, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. En fait, pour moi, le gainage du pied, il fait partie de la rééducation physique orientée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute personne qui pratique un sport de locomotion et qui pratique la locomotion par la course devrait avoir une problématique de gainage du pied. Simplement parce qu'on met les pieds dans des chaussures, et que pour avoir les pieds dans les chaussures, vous allez perdre des informations proprioceptives, et que du coup, vous devez avoir votre musculature de pied qui doit être la plus performante possible au niveau des faisceaux neuromusculaires et des organes tendineux de Golgi, puisque tout simplement, vous n'allez plus pouvoir utiliser qu'une mobilité restreinte dans votre chaussure. Donc, un footballeur devrait pratiquer le gainage du pied, un basketteur devrait pratiquer le gainage du pied. N'importe qui va venir faire un sport en course va devoir pratiquer. Tout simplement ce qui s'handicape avec des chaussures, et que du coup, il a intérêt de pouvoir répondre à cette sollicitation. Le gainage du pied, c'est pas réservé qu'aux coureurs à pied. C'est réservé à tous les gens qui vont pratiquer et qui vont mettre des chaussures et qui vont se balader en courant. Il faut pas oublier quand même que toutes les chaînes myofaciales, elles finissent au pied, ou elles commencent au pied. Hein. Donc c'est quand même extraordinaire. Hein. Donc il n'y a pas que la chaîne musculaire, la chaîne postérieure comme on entend toujours. Il y a vraiment la chaîne antérieure profonde va avoir un lien avec le tibial postérieur, qui va être en lien lui-même avec l'abducteur de l'hallux. Donc c'est prépondérant. Pour moi, le pied, c'est la pierre angulaire de toute la problématique de couplage articulaire. Et en plus, le pied, c'est hyper important. C'est la seule chose qui touche le matériel. Tout le reste de votre corps n'est pas en contact avec le monde matériel. Il n'y a que votre plante de pied qui va l'être. Et peut-être votre nez en descente. C'est vrai. Justement, en parlant de matériel, il y a Fred qui demande qu'est-ce que tu penses des chaussures en lame de carbone, en citant que tout le monde n'est pas capable de supporter des contraintes, évidemment. Mais qu'est-ce que toi tu... Alors, la lame carbone, c'est hyper intéressant parce qu'on a une lame carbone. On a une mousse préférentielle. Nous, on a la mousse qu'on a, le stack, ce qu'on appelle le stack dans les semelles, l'épaisseur de la semelle, c'est ce qu'on appelle le fat pad, c'est-à-dire le tissu graisseux que vous avez sous le pied. Donc, ils n'ont rien inventé, hein, les fabricants de chaussures. Ils prennent la mécanique du pied et ils reproduisent. La lame carbone, c'est quoi? C'est votre fascia plantaire. Alors, la lame carbone de Nike, elle est intéressante, par exemple, si on parle de Nike, puisque, soi-disant, elle est en 3 parties, comme la vôtre, qui est aussi en 3 parties. Et là, c'est là où c'est intéressant, c'est que vous allez modéliser votre fascia plantaire. À travers les activités, votre fascia plantaire va soit se raidir si vous êtes sédentaire, soit ce domaine va donner de l'extensibilité en fabriquant du collagène adapté à la charge que vous allez lui donner. Donc, ce fascia plantaire est évolutif. C'est hyper intéressant quand on va faire la problématique de la fascite plantaire. Donc, la lame carbone qu'on voit dans les chaussures Nike, par exemple, ou dans toutes les autres chaussures qu'on va voir arriver, hein, parce que Nike, ils ont été les premiers, mais tout le monde va surfer sur cette vague-là, ça va être intéressant parce qu'il y a des gens qui vont se blesser à cause de ça, et il y en a d'autres qui vont performer. Plus vous allez mettre des chaussures avec des lames carbone,
plus vous allez avoir de chances de vous blesser si vous n'êtes pas adapté, encore une fois, au niveau de sollicitation qu'on va vous donner. Pourquoi Kipchoge il fonctionne de manière extraordinaire avec les Vaporfly ou les AlphaFly? Tout simplement parce qu'on les a fait pour lui. Ça a été étudié pour lui. Pas pour Monsieur Landa qui veut mettre 350 € pour les Next ou les AlphaFly pour venir gagner 15 secondes au semi-marathon. Ça, c'est une mécanique financière, marketing, tout ce qu'on veut, mais ça ne change rien. La plaque carbone, en plus, aujourd'hui, les études qui ont été avancées ne montrent pas que la plaque carbone en elle-même a un effet intéressant. Ça serait plus la mousse qui serait intéressante que la plaque carbone. Okay. Donc faites confiance à votre fascia plantaire, vous avez une super plaque carbone, et encore une fois, ce qui est vachement plus intéressant, c'est qu'elle est adaptative, parce que votre système nerveux, votre système facial va s'adapter à chaque fois que vous allez la contraindre. Si vous lui donnez une progressivité, eh ben vous allez aller plus vite. Et donc le facteur important, c'est l'entraînement. Et ouais, pas, ce qui est important, et c'est pareil sur la rame carbone, ça sera d'être hyper progressif dans la remise dans les contraintes, c'est toujours pareil. Exactement. Et c'est là où on va voir des joueurs soi-disant entraînés qui vont se blesser. Il faut savoir qu'une plaque carbone, ça renvoie à partir de 18 à l'heure. Tout le monde ne va pas à 18 à l'heure. Donc ceux qui vont à 12 à l'heure, ils vont avoir un effet qui va être un espèce d'effet rebond. Ils vont sentir que ça rebondit, mais ça rebondit pas pour eux. Leur système musculaire, il va pas s'adapter à ça. Donc s'ils s'entraînent en plus, tous les gens qui compétitionnent avec la Vaporfly vont faire des effets intéressants, mais tous ceux qui vont s'entraîner avec vont faire un effet dans les années à venir. On va voir des dégâts monstrueux si toutefois la chaussure devient un peu moins chère. Si elle reste à ce prix-là, en fait, on n'aura pas trop de gens qui vont les acheter parce que voilà, c'est quand même un coût énorme, et je suis pas sûr qu'aujourd'hui il y ait autant de monde que ça qui vont acheter la Vaporfly ou ce genre de chaussures, sachant qu'elles sont faites pour 150 km. Voilà. Donc ça sera une chaussure de compétition à mon avis. Ok. Il y a une question, Xavier, on va encore en faire deux. Quand tu parles de mise en tension en flexion, genou, rotation interne de hanche, tu parles d'un raccourcissement ou d'un étirement? Pour toi, la bandelette a quel rôle au niveau du genou? Moteur, flexion, extension ou stabilisateur? Alors, elle se met en tension. Elle se met en tension justement parce que tu vas la mettre Et pour qu'elle se mette en tension, il faut du coup un mauvais management de la rotation interne de ton genou et un mauvais management du maintien du bassin. Et c'est pour ça qu'elle va se mettre en tension, et c'est pour ça qu'elle va s'épaissir sur des fibres longitudinales et qu'elle va s'emmener en adduction et en valgus de genou, en adduction de hanche et en valgus de genou. Ok. Donc elle est pas motrice, pour répondre à sa question. Non, en fait, on va utiliser son renvoi d'énergie. En fait, c'est au même titre qu'un tendon d'Achille, on va avoir un effet et du fascia plantaire. On va avoir une restitution, un emmagasinement d'énergie et une restauration d'énergie. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, vos muscles périfaciales, si on peut dire, de la bandelette entre guillemets, ils vont être plutôt sollicités sur des mécaniques isométriques pour tout simplement utiliser ce renvoi énergétique. Ok. On a une autre question. Par rapport à votre explication sur le crochetage, est-ce que tu peux réexpliquer en quoi est-ce inutile et si cela va générer un surplus de production de collagène inutile? C'est la question. Alors, j'ai pas dit que c'était inutile, j'ai dit que c'était afférentiel. Okay, c'est-à-dire qu'on ne détruit rien avec du crochetage. Ça, c'est une problématique d'enseignement. J'entends souvent ça. On ne défait pas des adhérences en crochetant. On a une mécanique d'afférentation. Donc, oui, on va produire du collagène, mais c'est pas le crochetage qui va vous faire produire du collagène parce que vous aurez détruit une zone particulière. Vous allez mettre une tension mécanique à cet endroit-là, et donc vous allez solliciter les capteurs mécaniques. Aujourd'hui, celui qui pratique le crochetage en allant enfoncer les crochets en espérant rentrer 2 ou 3 cm de crochet, en fait, n'a pas compris la technique. La technique, elle est afférentielle. C'est un outil d'information. Donc, du coup, oui, on va avoir une mécanique de collagène, mais cette mécanique de collagène va être tout simplement liée à la transformation
de conformation spatiale à l'endroit en fait où vous allez crocheter. Ok. C'est un espèce de maillage différent. Il faut voir ça comme un tissu. Hein. C'est comme ça que je l'explique en cours. C'est que votre t-shirt, c'est un tissage. Nous, on utilise des tissages qui sont croisés comme ça. Voilà, ça c'est restrictif. Et on a les maillages. Ça, c'est des maillages qui sont différents types de fibres. Ça, dans votre corps, c'est les fibres de collagène. Le tissage, en fait, il va être dépendant en fait des sollicitations. Quand vous allez crocheter une zone bien particulière, vous allez créer une information d'alignement autour de ces zones-là. Ce que vous appelez des adhérences, en fait, c'est des lignes de force qui sont surstimulées à des endroits bien particuliers ou sous-stimulées à des endroits bien particuliers. Je vous encourage à lire un livre qui s'appelle Movement Integration, qui va bientôt sortir ou qui est sorti il y a très peu et qui donne une vision très globaliste des choses et qui va être très très intéressante. Ça s'appelle les lignes de force de votre corps, les lignes de loading de votre corps, et vous allez mieux comprendre ce que c'est que l'afférence à travers le scrapping et à travers la fibrolyse percutanée. Ok. Allez, encore une, parce qu'elle ressort souvent et parce que nous, kinés, il y a eu à un moment donné l'apologie des chaussures minimalistes. Mais est-ce que toi, tu as des critères qui peuvent t'orienter à entraîner une personne sur le passage sur des chaussures minimalistes? Eh ben, je vais vous épater parce que moi, en fait, sur une pathologie de fascite, enfin de bandelette, je peux être tenté d'emmener les gens vers un stack un petit peu plus important, tout simplement pour gérer ce que je vous expliquais dès le départ, la muscle tuning theory, c'est-à-dire en gros la théorie des vibrations qu'on va encaisser et que du coup, on peut passer avec l'utilisation de stacks importants et de minimalistes à titre d'outils pour pouvoir proposer des charges d'entraînement et des stimulus d'entraînement un peu différents. Donc le minimalisme pour moi c'est pas la panacée et je vais m'en servir que si je sens que voilà, s'il n'y a pas de mécanique de pied et que le pied est atone, attention, vous allez tuer les gens en les mettant minimalistes quoi. Donc avant de venir amorcer une transition vers le minimaliste, eh ben, il faut déjà être sûr que votre patient il puisse l'encaisser. C'est son état de santé. Et comme je vous ai dit, c'est une rééducation physique orientée course à pied que d'apprendre la problématique du gainage du pied. Donc on ne met pas en minimaliste les gens en disant je cours pieds nus, mon pied va s'adapter. Ouais, mais en combien de temps? Et puis, faut jamais oublier que les activations musculaires du pied, c'est pareil qu'ailleurs. Si vous les avez pas et que vous les réamorcez pas, eh ben, vous les aurez jamais. C'est pas en courant à pied pieds nus que vous aurez un abducteur du 1 qui sera meilleur, ou un abducteur du 5 qui sera meilleur, ou un long fléchisseur de la luxe qui sera meilleur, et ainsi de suite. Ça, il y a une étude qui montre que courir pieds nus améliore la mécanique du pied. Pour moi, celle-là, il y a des erreurs fondamentales dedans et il faut faire très attention parce que faire croire aux gens que se balader pieds nus, ça suffit, eh ben non, je pense pas. Je pense pas. Tout simplement parce que il y a une dynamique spécifique et que enfermer son pied pendant 8 heures dans la journée, vous avez une colonne vertébrale qui a autant d'os et d'articulations que votre pied. Si vous mettiez un corset pendant 8 heures toute la journée, parlez-moi des effets et on en parlera. Ok. Ok. Eh ben, je te remercie, Fabien. C'est bon. Alors, je me permets juste, c'était pas l'objectif de la soirée du tout, mais l'objectif c'était du partage de connaissances. Mais on est quand même content de vous annoncer qu'à partir de demain, on ouvre les inscriptions sur la formation en ligne e-trek. Je vous ai mis le lien tout à l'heure. Alors, je me permets de le remettre. C'est www.trek.fr. Je vais vous le remettre. Vous pouvez retrouver des infos là-dessus sur trek.fr et les inscriptions commencent à partir de demain et puis on fait une petite offre promotionnelle. Donc, tous les 10 premières inscriptions, on vous fait une remise de 30% dessus. À savoir que le e-learning, le tarif du e-learning, ça sera 249 €. Il y a minimum 7 heures de contenu avec bien plus en travail effectif dessus. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Ça démarrera les inscriptions à partir de demain.
Et merci beaucoup Fabien. On a vachement Je vous dépassé en le prie. temps par rapport à ce qu'il était Ah, prévu je suis de faire. désolé. Mais c'est pas grave. Je pense que tous les gens ont apprécié à sa juste valeur tes connaissances. Donc voilà. Bon, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi. Et puis, on se retrouve prochainement, soit dans la formation en Et ligne, la semaine soit sur la prochaine, présentielle. ouais, la semaine prochaine, pour ceux qui sont intéressés, on recommence avec un nouveau webinar qui sera présenté sur les plateformes de force. Donc quelque chose de bien intéressant aussi. Leur utilité en kinésithérapie, vous allez voir des petits trucs sympas aussi. Voilà, donc si jamais, n'hésitez pas, les inscriptions, elles arriveront début de semaine prochaine, pareil. Normalement, lundi ou mardi, vous pourrez commencer à vous inscrire pour le webinar de jeudi prochain. Allez, merci beaucoup à tous. Bonne Bonne soirée. soirée à tous. Ciao, Bon merci beaucoup confinement. Fabien. T'es encore là ?